Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Sparring Podcast pour un nouvel épisode consacré à l'actualité du MMA. Et bien, l'actualité, elle est brûlante, elle est décevante, elle est frustrante. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une nouvelle déconvenue du côté de Cyril Gane. Alors là, on découvre une nouvelle sensation, une nouvelle nuance de déception suite à ce combat, puisque oui, c'est un no contest suite à un AIPOC malheureux, on va dire. Mais je vais aller assez rapidement pour l'introduction. Pourquoi ? Parce que on va un peu chambouler l'ordre aujourd'hui pour parler de ce combat en priorité. Et j'ai surtout envie qu'on ouvre une cellule psychologique avec mes deux compères. Le premier a dû être escorté des locaux de l'équipe après le no contest. Il est sorti de garde à vue ce matin. Il est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Clément ? Ça va très bien. J'ai rencontré Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. On Très en bien. parle en preview, on en parle en débrief. Voilà. Le fil rouge. Le fil rouge. Tu as une bise de Louis d'ailleurs, Edouard. Je sais pas pourquoi, mais il m'a dit Merci. t'embrasse de ma part. Donc, bon, Ah bah ouais, je suis très fan, très fan. Tu sais, évidemment. moi je pense que chaque homme doit être capable d'une grande violence, comme il Oui, dit. exactement. Edouard qui évidemment travaille à Euh, RMF. voilà, bien sûr. J'avais dit qu'il était sarkozyste, je devais trouver une autre blague pour introduire Ori. Eh bien, je vais dire que en plus d'être fan de MMA, il est également fétichiste des pieds, comme son idole Walter Walker. Et donc c'est donc doublement intéressant de l'avoir ce soir. Comment ça va, Ori ? C'est une blague, hein, bien sûr. C'est pas vrai, les gars. Non, très bien, super. Je dirais pas que ça va, en fait, en vérité, après la soirée d'hier. On va essayer de garder le sourire. Mais non, je suis très content de vous retrouver pour discuter un peu de tout ça. Mais comme tu l'as dit, ouais, c'est une nouvelle nuance de déception. Il y a plein de scénarios possibles qui auraient pu faire que on aurait pu être triste hier, mais celui-là, on s'y est vraiment pas attendu. Bon. Donc, on va en discuter. En tout cas, sachez que si vous êtes déprimé, vous êtes au bon endroit. Vous prenez un petit chocolat chaud, un petit plaid. Voilà. C'est vrai que c'est difficile des fois de parler de ce genre de déception à nos proches parce que nos proches ne sont pas forcément fans de MMA. Eh bien, voilà, on va ouvrir je sais pas, un numéro vert pour que vous puissiez nous appeler. En tout cas, messieurs, comme depuis plusieurs épisodes maintenant, je vais vous demander vos 3 points. Alors, ça peut être des tops, des flops. J'ai envie de savoir ce que vous avez pensé de cette soirée. Ori, tiens, on va commencer par toi. Quels sont les 3 points que tu vas retenir de cette soirée, top ou flop ? Le premier truc, c'est le fait que les fans de MMA sont quand même d'une mauvaise foi assez dingue. Là, on a eu deux exemples en une semaine. Une espèce d'hypocrisie, de mauvaise foi, de retournage de veste. Sur Baki, par exemple, avant le combat, il y a personne qui disait qu'il était extrêmement arrogant. Personne n'avait l'air insupporté par tout ce qu'il disait. Et puis, après le chaos, t'as l'impression qu'unanimement, tout le monde trouvait que Baki était insupportable et que ce qui lui était arrivé était bien mérité. Et puis, hier, avec Cyril, tout pareil, hein, que ce soit les fans français, les fans au niveau international, l'espèce de narratif commun, c'était Cyril Gane, c'est celui qui a perdu contre John Jones, il va rien faire contre Thomas Spinal, il est largement underdog. Et puis au final, t'as l'impression que tout ce qui a été dit avant le combat ne compte pas au final. Quand on a vu un peu toutes les, que ce soit en gros encore une fois hein, les réactions au no contest, au doigt dans l'œil, ou voilà les gens qui d'un coup disent que Cyril Gane est la réincarnation de Michael Jordan en MMA, pour ce qu'il a fait à Aspinall, alors que voilà, on comptait pas du tout sur lui avant. Deuxième point, c'est le fait qu'il y a une catégorie féminine qui est un peu en train de mourir. C'est les strawweight malheureusement. On a eu deux résultats un peu tristes. On parlera très, très brièvement de Jacqueline Amorim, qui était une grosse prospect, une des plus grosses prospects du MMA féminin, qui a perdu assez tristement. Et puis ouais, le Common Event qui nous a un peu qui a un peu creusé le premier coup de pelle de notre tombe avant le combat de Cyril. Et puis le troisième point, c'était pas par rapport à la soirée, c'était deux signatures en fait de combat. Le premier, c'est le retour de Jalen Turner. C'est un truc dont je suis assez content, mais je suis pas content du fait qu'il affronte Barboza. Et l'autre signature, c'est des débuts à l'UFC, ceux de Shaquem Rock, qui est un combattant de Liverpool, qui s'entraîne avec le roi des combattants de Liverpool, Paddy Pimblett évidemment, qui est à 12-1, qui est un
un gros submission artiste qui a son combat qui a été officialisé, qui combattra dans quelques semaines à l'UFC, qui a surtout je fais très vite, une très belle histoire, une histoire assez dingue, puisque en fait il a commencé à s'entraîner en MMA alors qu'il était en cavale pour un vol qu'il n'a pas commis. Il a passé plusieurs années en cavale et puis il a commencé à s'entraîner en Malaisie. Enfin, c'est une histoire assez dingue, donc on verra si l'UFC met l'accent sur ça en promo. Voilà, je vous rends la parole les gars, j'espère que j'ai pas fait trop long. Non, c'est parfait, c'est concis. Juste, Shamrock, c'est matché contre qui? Justement, j'étais en train de me dire que j'avais Ouais. oublié, je suis en train d'ouvrir Tapologie et puis je vous dis ça tout de suite. Parce que c'est vrai que j'ai vu l'annonce de combat, mais j'ai oublié moi aussi. Clément, pendant ce temps-là, pendant que Ori fait ses petites recherches, quels sont tes 3 points? Moi, j'ai un peu stick par rapport à la soirée pour le coup, parce que mon premier point, c'est, et je rendrai hommage au collègue qui a trouvé ce titre pour l'équipe, mais le main event est un combat en trompe-l'œil. Voilà, le petit jeu de mots, la petite maxime était belle, était sympa. Combat en trompe-l'œil évidemment pour ce main event qui nous a fait passer par toutes les émotions, les positives, les négatives, les dramatiques, tout ce que vous voulez. Une main card que j'ai trouvé technico-monochrome, c'est-à-dire qu'il y a des éléments techniques que j'ai trouvé intéressants dans à peu près tous les combats, mais la plupart, mine de rien, sont quand même assez monochromatiques d'un round à l'autre. Il y a, à part pour le Umar Bautista, il y a des évolutions dans ce combat-là, mais sinon, que ce soit sur le Dern, Jean Diroba, que ce soit sur le Volkov Almeida, on a quand même des fights qui se sont un peu déroulés de la même manière pendant 3 rounds ou 5 rounds, ce qui rend la chose encore plus difficile à voir quand c'est 5 rounds évidemment, même si je donnerai mon avis tout à l'heure sur le co-main. Et puis les surprises de l'undercard, puisqu'on a la victoire de Wood qui n'était pas forcément attendue. On a la victoire d'Alice Kerov à la décision que Ori, je te rends hommage, Ori avait plutôt senti, mais que tout le monde n'avait pas senti. La victoire de Mizuki Inoue, donc sur Jacqueline Amorim, comme on l'avait dit en preview. Et puis évidemment le high kick, l'un des high kicks de l'année, signé Kylian Salkild contre Nasrat Akparas, qui a mis de longues minutes à se relever. De très très longues minutes, c'était assez effrayant. Messieurs, je vais faire mes 3 points aussi rapidement. Je vais avoir du mal à pas dire flop, parce que je pense que la soirée est malheureusement gâchée par ce main event qui nous a tous déçus, qu'on soit fan international ou surtout français. C'est vrai que c'était le sentiment qui prédominait, c'était vraiment la frustration et c'était difficile de pas être déprimé en pensant à la suite et en pensant au rematch qui allait se passer. C'est vrai qu'on est vraiment passé à côté de quelque chose pour le sport français. Donc on aura tout le loisir d'en parler. Deuxième, un autre flop qui s'appelle Jelton Almeida. Parce que je crois que j'ai vu un des combats les plus énervants, les plus catastrophiques depuis longtemps. En tout cas, peut-être pas depuis longtemps, parce que les mauvais combats de MMA, on en voit souvent chez les rankés. On en voit rarement pour des demi-finales pour le titre, parce que c'était clairement ce qui se jouait ce soir-là. Et de voir un combattant qui se croit à la DCC et qui fait une performance aussi catastrophique quand il est appelé à être le prochain pour le titre, et je pense que l'UFC lui aurait clairement fait les choses pour qu'il l'ait, parce que c'est vrai que c'est un profil intéressant, mais moi ce que j'ai vu est infâme, juste infâme. Et voilà, le grand Almeida qui avait fait décision unanime contre Derrick Lewis au Brésil, on s'en rappelle, il était là ce soir. Je pensais qu'il était parti, mais bon, voilà. Troisième point, on va garder quelques tops, et c'est vrai que j'ai des victoires qui me font plaisir. Salkild, moi j'en parlais un peu pendant la preview. Walter Walker, j'ai pensé à Ori, parce que là ça commence à devenir presque gaguesque, mais en même temps un peu intéressant, je sais pas ce qu'on va en dire. Et voilà, des Wood aussi, j'étais content. Bref, et également Mackenzie Dern. Je pense qu'on pourra avoir des réserves sur ce combat-là, mais c'est quand même la meilleure combattante du soir qui a gagné ce soir-là. Mais voilà, je vais arrêter de parler. Normalement, on commence par les prélims, on fait la main card, le main event, mais là, événement oblige. On va commencer par ce main event. Donc Thomas Pinal contre Cyril Gane. Il y avait eu énormément de previews. C'est vrai que c'était un match-up qui était très intéressant. On avait beaucoup de
de théorie, d'analyse sur ce qui allait se passer. Toujours est-il qu'on avait, enfin vous avez fait ça tous les deux très bien, messieurs, identifié des chemins de victoire pour Cyril Gane, et il faut avouer que la première surprise c'était de voir que Cyril Gane prenait cette voie. Le problème c'est que après plusieurs échanges, après un Thomas Pinal qui a quand même été touché, il y a eu ce high poke malheureux. On n'est même pas allé au bout du premier round. Et bien au bout de 5 minutes, le combat a été arrêté. C'est un no contest. Ori, tu parlais, c'est vrai que les réseaux sont un peu déchaînés et c'est vrai que c'est un peu gonflant d'aller dans les extrêmes. On avait d'un côté Thomas Pinal abandonne, Thomas Pinal n'aurait pas tenu face à John Jones, etc., etc. D'un autre côté, on a les pro-Gane qui ont peut-être survendu ce premier round en disant que voilà, Cyril Gane était en train de masteriser Thomas Pinal. Il est vrai qu'il prenait ce premier round, mais on a du mal à... On va peut-être pas voir, on va pas dire ce qui allait se passer dans ce combat-là. Messieurs, je pense qu'effectivement on est passé par toutes les émotions après ce combat-là. Clément, je vais te redonner la parole. Quelle est l'émotion qui prédomine ce soir? Bah écoute, de tous les messages que j'ai reçus pendant et après le combat, parce que bien sûr on rentre un peu par le col pendant la soirée, le mot que j'ai sorti à ceux à qui j'ai répondu, c'est que j'étais abasourdi, tout simplement. J'ai une chape de plomb qui m'est tombée sur la tête. Et j'étais un peu en boucle là-dessus. J'ai dit les deux combats les plus médiatiques, enfin les trois combats les plus médiatiques de l'histoire de ce sport que l'on couvre et que l'on aime tant. C'est une écharde dans le doigt de pied, c'est une soumission en 2 minutes contre le GOAT et c'est un doigt dans l'œil au bout de 4 minutes. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que nous, ici, à notre niveau, j'ai une grosse pensée, moi, pour Baba aussi, Kabir, et puis tous les gars d'RMC Sport qui ont mis un dispositif super avec des gens qui étaient à Paris, dans le 10e arrondissement, des gens, un dispositif vraiment énorme qui était à Abu Dhabi. Les gens se sont déplacés, il y a des moyens qui ont été donnés pour la couverture de cet événement. J'en place une aussi pour Jérôme, Antoine et Stéphane, avec qui j'ai un peu bossé aussi à l'équipe et tout. Enfin, il y a un dispositif monstrueux médiatique qui a été mis en place pour cet événement, pour cette soirée. En amont, on pourra en discuter, j'ai quelques réserves, mais en tout cas, sur le soir même, il y a beaucoup de monde. Parce qu'on croit, on croit en quelque chose, on croit à un déclic, on croit à un combat, un événement, un instant T qui va faire exploser la discipline et qui va la faire durer dans le temps. Faire taire à jamais ceux qui vont dire que le MMA n'est qu'une mode. Nous, si on fait des podcasts, c'est parce qu'on est persuadé que le MMA n'est pas une mode, c'est l'avenir, c'est le sport, c'est le présent. Et donc, en fait, c'est un rendez-vous manqué. Et ce qui me pose le plus problème, c'est que là, c'est pas le sport qui pose problème, en fait. C'est les événements qui sont liés à la performance. Et c'est terrible, en fait, parce que les 4 minutes 30 de Cyril nous donnent tellement d'espoir pour la suite que cet instantané fait qu'on est tous abasourdis. Et donc, si je devais résumer mon sentiment, ce serait un peu comme ça. Ori, pareil, je vais te demander, tu sais, comme les enfants, est-ce que c'est un petit soleil, un petit nuage aujourd'hui? Comment c'est? C'est un ouragan, une tempête. Non, en fait, un peu plus qu'une émotion, moi, c'est une phrase. En fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit au bonheur, nous? Sérieux? Ça partait tellement bien. Cyril Gane était sur une espèce de lampe de lancement d'une performance qui allait être stellaire. Il mettait tout en place, tout ce qu'il fallait, et puis boum, comme si un peu la réalité nous rattrapait par le col. Nous, fans de MMA, en nous disant non, c'est pas encore ton moment de grâce, il va falloir encore un peu attendre. Non, c'était. En fait, c'est un peu ce que j'ai dit. Si ce combat avait eu une fin un peu triste, au moins il aurait eu un point final. Mais là, en fait, on est juste un peu dans l'expectative du prochain, de ce qui va se passer. J'espère qu'ils reboucleront ce combat assez vite. Mais effectivement, non, c'est une grosse frustration. Et puis moi, le premier truc que je me suis dit quand tout ça s'est passé, enfin évidemment, on va revenir là-dessus en détail, mais c'est que j'ai eu l'impression en fait d'une sorte d'alignement de planète qui n'arrivera peut-être qu'une seule fois. J'ai l'impression que le début de combat de Cyril Gane était tellement parfait en fait que ça pourra pas se repasser aussi bien une deuxième fois. Donc c'est vraiment extrêmement triste. Et puis oui, c'est vrai que Clément est revenu un peu là-dessus. Ouais, les 3 gros moments du MMA depuis sa légalisation, les 3 gros moments médiatiques,
ça s'est fini un petit peu en eau de boudin à chaque fois. Et je pense aussi par exemple à BSD Moïcano à Paris, c'était un moment où il y a eu pas mal aussi le projecteur sur le MMA français. Et puis tu as l'impression que à chaque fois que le grand public met un peu l'œil dans notre sport, il se passe des trucs chelous. Voilà, je sais pas si toi, Edouard, ça a été un petit peu pareil. Est-ce que tu es aussi dévasté que nous ou est-ce qu'on en fait un peu des caisses? Ouais, non, non, mais vous résumez assez bien le truc. C'est vrai que moi, j'ai des amis qui sont, avec qui je parle tout le temps et qui, eux, suivent le foot, mais pour eux, le MMA, c'est trop violent, tu vois, et je les comprends parce que c'est un sport violent. Néanmoins, ce qu'ils me disaient, c'est qu'à chaque fois qu'ils s'intéressent au sport, ça finit comme ça, quoi. Ils ont regardé Doumbé Baki, ils ont regardé BSD Moïcano, ils ont regardé John Jones Gan. Enfin, c'est terrible. Et en plus, ce qui est affreux, c'est que ça retombe deux fois sur le même mec, Cyril Gann. Moi, je pense surtout à lui, en fait. C'est vrai qu'en deuxième, je pense au sport et un sport qu'on a envie de voir de plus en plus exploser en France, même si il est déjà bien, mais il y a vraiment le fait d'avoir un champion, c'est tellement important pour l'impact que ça va avoir sur la formation des jeunes, sur l'argent même qui va être généré par le MMA français, qu'évidemment on est juste dégoûté. Et c'est de la frustration parce que effectivement il y a les planètes s'aligner et je sais vraiment pas ce qui va se passer pour la suite. Je suis désemparé à l'idée de devoir repartir sur 3-4 mois d'attente en vue d'un rematch. Mais voilà, ça c'est le. J'ai du mal à avoir d'autres émotions. J'ai même du mal à me hyper en fait pour le rematch parce qu'il y a tellement d'inconnus. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. On va rentrer dans le combat. Très tôt dans le combat, et puis même avant, on a vu un Cyril Gann, même, je pense à même la Fight Week, qui moi m'avait beaucoup plu dans ses prises de parole, dans son attitude. Faut dire aussi que Thomas Spinal est assez joueur, mais il a quand même un respect. On n'est pas sur de la guerre psychologique à la John Jones. La Fight Week s'est très bien passée et on avait un Cyril Gann qui, en plus d'être motivé et qui avait fait le camp de sa vie avec tous les sacrifices que ça suppose. Moi, ce que j'avais bien aimé, c'est il envisageait également la défaite. C'est qu'il pouvait dire, voilà, si Thomas Spinal me met KO, c'est pas grave, il aurait été meilleur. Là, je pense qu'il s'était pas du tout préparé à ça. Toujours est-il que, Clément, je te redonne la parole. Le début de combat de Cyril Gann est très bon. On a... est-ce qu'on peut dire qu'on n'a jamais vu Thomas Spinal se faire maîtriser de la sorte, maîtriser, je vais mettre des guillemets, parce que bon, on avait l'idée qu'il fallait au moins passer le second round avec Thomas Spinal. Est-ce qu'on est sur le round qui est peut-être le plus en défaveur pour Aspinal, du moins dans sa carrière UFC? Ah, oui, évidemment, évidemment, d'autant plus que Aspinal, je parle sous votre contrôle les gars, mais Aspinal pendant la première minute 30 a fait beaucoup de choses qui jusqu'à présent ont fonctionné. Des entrées avec le genou pour ensuite entrer pour percer la garde et pour ensuite mettre le deuxième braquet, le jab bras arrière. Cet enchaînement en 3 temps, il l'a tenté à 2-3 reprises en début de round et Cyril avait les réponses. Finalement, le début de round se passe bien et je pense on le survend un petit peu ce début de combat parce que c'est tellement une surprise que quelqu'un résiste à ce final, même si nous on l'avait dit en preview, il y avait les armes, il y avait les qualités de déplacement de Cyril, il y a le talent global de Cyril et la préparation. C'est quand même une surprise que la chose à laquelle on pense arrive. Combien de fois on a fait des pronostics en disant lui il va faire ci, il va faire ça, et qu'en fait le mec se fait masser au bout d'une minute. On en reparlera peut-être avec le Rakic pour Zakhanov par exemple, quand on a un exemple parfait quoi. Mais donc d'avoir un Gann qui a cette aptitude à très vite capter le timing d'Aspinal, c'est intéressant. Il a les bons réflexes sur la garde. Par contre, le petit souci, c'est qu'il mord beaucoup aux feintes, mais je pense que c'est inhérent à la pression que met Aspinal. Dès qu'Aspinal il envoyait quelque chose avec l'épaule, tu avais tout de suite Gann qui se mettait en protection, qui mettait les mains en fait, et qui mordait beaucoup aux feintes. Mais avec sa qualité de déplacement et sa distance, j'ai envie de dire que c'était pas si grave en fait. C'était même pas grave en fait en vérité quoi.
Et donc il y avait beaucoup de feintes de l'épaule d'Aspinal, quelques entrées donc avec le genou et le bras avant, bras arrière. C'était bien défendu. Il prend quand même quelques coups, hein, Cyril, mais c'est sur des frappes en bout de chaîne. C'est pas des frappes qui tapent au maximum vitesse. Donc c'était pas rédhibitoire. Et on l'a vu, de toute façon, il a jamais chancelé, Cyril, sur ses 4 minutes 30. Donc oui, le premier enjeu pour Cyril, c'était de durer, de montrer qu'il valait mieux que les autres. On n'en doutait pas, mais c'est donc arrivé. Et voilà, je vous rends peut-être la parole, mais ce que j'ai bien aimé pour la dernière chose aussi, c'est que Cyril était ultra protagoniste, pas forcément dans les coups portés, mais aussi dans les déplacements. Parfois, il tournait autour de la cage sur des passes chassées presque classiques, mais il avait aussi cette faculté à faire des pas chassés vers l'intérieur pour prendre le centre de la cage, pour montrer qu'il n'était pas que dans le respect, mais qu'il avait aussi envie d'être l'initiateur dans les coups. Et donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Forcer Aspinal à se déplacer latéralement et pas garder le centre de la cage et à cadrer. Ça, c'était très intéressant aussi. J'en dis pas trop parce qu'il faut qu'on y aille progressivement. C'est gentil, merci. Tu en laisses un peu pour Ori. Ori, Clément a dit pas mal de choses sur le premier round. C'est vrai qu'on voit quand même à la fin du round que Thomas Aspinall est quand même un peu touché, peut-être même frustré. Il y a peut-être des premiers signes de fatigue. Je vais pas te demander d'imaginer la suite du combat, mais est-ce que pour toi tu penses que on avait mis les rails pour enfin battre Thomas Aspinall? Ouais, carrément, parce que en fait, le premier round vraiment top qu'il est en train de faire Cyril Gane, dans l'absolu, c'est pas une domination, il est pas en train d'écraser Aspinall, mais relativement aux deux profils des combattants et sur le fait que Aspinall, il est ultra dangereux au premier round, il était vraiment en train de poser les jalons un peu d'une victoire et il faisait, enfin en fait, c'est un peu ce que dit Clément. Des fois, t'as des combattants qui ont un chemin vers la victoire qui est très clair, très établi, et il fait des fois, enfin, t'as l'impression que dans le combat, au final, il fait l'exact inverse de ce qui aurait été la logique pour s'imposer. Donc ouais, il était en train de tout faire très très bien. Tu sentais que Aspinall était quand même assez frustré. Il n'arrivait pas à le trouver en fait. Et puis je reviens un peu sur ce qu'a dit Clément aussi. Moi j'ai une image un peu symbolique de ça, de trucs en fait que Aspinall faisait et marchait bien contre des heavyweights auparavant, mais des heavyweights qui n'étaient pas Cyril Gane. Je sais pas si vous avez en tête l'image du premier KO d'Aspinall à l'UFC. C'est un combo qui est magnifique où il met un genou et juste après il y a un 1-2 qui part. C'était contre Jack Collier. C'est un combo qui est magnifique et c'est un peu là qu'on s'est dit oula, Aspinall c'est quelque chose quand même. Et en fait dès la première minute de combat il tente ce combo sur Cyril Gane. Il y a le genou au corps qui passe quasiment, sauf qu'en fait sur le 1-2 Cyril Gane il est plus là en fait, il a déjà décalé et en fait il y a tout ce genre de trucs, en fait qui ont carrément frustré Aspinall. Tu sens que il y a plein de trucs qu'il fait d'habitude qui avaient pas du tout de succès. Il a beaucoup frappé dans le vent Aspinall, ce qui lui arrive pas trop d'habitude, et puis quand t'es un power puncher et que tu frappes dans le vent à pleine puissance au premier round pour mettre KO ton adversaire, c'est quand même hyper fatigant. Encore un peu de crédit à notre ami Clément qui a beaucoup parlé du switching de garde de Gane, qui a beaucoup frustré Aspinall, j'ai l'impression aussi. Beaucoup en gaucher malgré tout. Beaucoup en ouais. gaucher, mais parce que aussi c'était une manière d'annuler un peu le jab d'Aspinall qui est un peu son métronome un peu pour trouver la distance. Aspinall il met rarement des KO sur juste une droite. En général il y a toujours le jab qui part avant. C'est toujours un 1-2 assez clean. Et en fait quand tu te mets en garde, quand t'es en gaucher et que l'autre en face est en droitier, en fait tu pars un peu le chemin du jab. Il y a des coups qui peuvent passer ou pas du tout passer en fonction de comment tu changes de garde, et c'est pour ça effectivement, et je pense que Gane était beaucoup en gaucher, et d'ailleurs les moments où il a eu du succès Gane, c'était quand il était en gaucher, c'était avec sa gauche en ligne qui est passée une ou deux fois notamment, et c'était assez propre. Et puis Aspinall, j'ai trouvé qu'il faisait quand même... Vas-y Clément. Excuse-moi, mais quand il lui ouvre le nez sur ce cross intérieur, c'est en garde de gaucher justement, et il le voit pas venir Aspinall. Et puis on n'avait pas, moi je sais pas, moi j'ai pas enfin pour moi le gros succès de Cyril Gane à l'UFC c'était rarement en gaucher. C'est un peu nouveau. En général c'est une garde qui prenait pour envoyer des gros kicks de la jambe arrière, mais je sais pas moi, le combat contre Tuivasa, quand il commence à faire la guerre, il se met plus en gaucher après. Donc c'est quelque chose qu'il avait très bien géré. Puis pareil au niveau des déplacements, il tournait à chaque fois du bon côté, il sortait jamais sur le bras arrière d'Aspinall, il sortait toujours sur le bras avant. Donc on a un Aspinall qui commençait vraiment à être frustré. Et puis oui, l'image d'Aspinall qui n'a jamais vraiment été touché à l'UFC quasiment, qui au bout de 2 minutes a le nez en sang,
Et puis t'as le sang qui commence un peu à s'étaler sur le visage, ce qui donne une impression que Cyril Gane est vraiment en train de le fouetter. Alors que voilà, c'était quand même c'était un peu serré au niveau des nombres, mais au niveau des chiffres, Aspinall touchait, mais Cyril Gane était quand même devant. Et puis ce jab, ce piston, ce truc d'escrimeur qui va à 2000 à l'heure, je pense que ça nous a tous fait plaisir. Et puis moi rapidement, je vais vous rendre la parole messieurs évidemment, mais rapidement en fait j'ai plus trop senti le danger debout, c'est ce que j'ai dit à mes potes. Je trouvais que Cyril Gane, quand il était à distance de se faire toucher, il avait soit le casque, c'est un truc que Fernand appelle comme ça, quand vas-y mets le casque et rentre dans la boîte. En fait, il combat beaucoup avec les bras en bas, Cyril Gane, mais quand il est à distance de se faire toucher, il est quand même très précautionneux et franchement, je l'ai trouvé extrêmement rassurant dans sa défense alors qu'on était au premier round et que c'était là la grosse zone de danger. Mais je vous rends la parole, messieurs. Très bien, bah merci. C'est vrai que bon, moi aussi j'avais la même sensation, même une sensation que j'avais ressentie pendant le combat contre Ngannou, où très rapidement on arrive à ne plus craindre la puissance et la force de Francis, et ça c'est grâce notamment au déplacement de Cyril. Je suis obligé de parler du fait de match, comme on dit dans d'autres sports. Ce eye poke qu'on a vu dans tous les sens, à toutes les vitesses, avec les zooms, tous les zooms possibles. Clément, le eye poke, c'est la faute de Cyril, la faute d'Aspinall, la faute à pas de chance ou la faute du destin? Alors, je voudrais juste signaler, je fais un tout petit aparté parce que Vas-y. j'ai revu le combat avant le podcast parce que c'était évidemment beaucoup d'émotions et tout. Le devoir d'objectivité me fait vous dire que sur la minute, enfin, de la deuxième minute à la quatrième minute, il se passe pas grand-chose dans le round. Je veux juste le dire parce qu'évidemment on a l'impression que comme tu dirais Rory, Tom Aspinall est pratiquement en train de se faire fouetter. Il y a une entreprise qui est en train de se mettre en branle de la part de Cyril, mais pendant 2 minutes, il y a beaucoup de pas vers l'arrière, de bras qui sont un peu là pour enlever le lactique du côté de Cyril. Aspinall qui commence à montrer de la frustration quand on voit un high kick et quand on voit des spinning kicks, genre pourquoi, enfin, qu'est-ce que tu fais il commençait déjà à manquer de solutions au point de faire ce genre de choses-là. Je ferme la parenthèse, on en reparlera peut-être. Vient ce fait de combat et vient peut-être, je m'en remets à Auric qui connaît mieux les choses que moi là-dessus, je pense que Cyril a fait juste avant le high poke, je pense que Cyril fait sa première erreur du round en envoyant un coup circulaire, un middle au corps circulaire. On en a parlé dans la preview, c'est aussi une marque pour les lutteurs, c'est un peu un go pour les lutteurs des fois. De se dire, tiens, tu sais quoi, je vais saisir pour plonger. Parce que comme le pied de Cyril est ancré au sol et qu'il dépend beaucoup sur son équilibre de sa jambe droite, qui single leg, on emmène les choses au sol, ils sont à peu près au centre de la cage, ça aurait pu être 30 secondes qui n'étaient pas simples pour Cyril. Est-ce que c'est à cause de ça qu'il fait ce réflexe-là? J'en sais rien, moi c'est ma théorie, je m'en remettrai à des gens qui sont plus qualifiés que moi pour affirmer la véracité de cette théorie ou pas. Toujours est-il que ce coup de pied circulaire il a envoyé, c'est le premier de Cyril, et donc Aspinall, posture donc de lutteur-contreur, jab, bras, son objectif c'est d'envoyer le jab bras avant. Machida l'avait fait sur Jones, je pense que c'est le plus gros, l'exemple le plus révélateur qui me fait penser à ça. Quand quelqu'un envoie un kick circulaire, que ce soit un low kick ou un middle, si tu fais une entrée vraiment en ligne incisive et puissante, tu peux faire des dégâts. Et Machida l'avait fait à John Jones, parce qu'il avait le déficit de taille en plus. Là, il n'y a pas de déficit de taille, mais le fait est que c'est une stratégie qu'ont beaucoup de contreurs dans ces cas-là. Et donc conscient peut-être de son erreur, ou conscient en tout cas de la possibilité qu'il offre à Aspinall de contrer, il met cette main. Le facteur intentionnel n'existe pas, évidemment, parce que c'est un réflexe, parce qu'il n'a pas la main fermée ou les doigts qui vont vers les yeux d'Aspinall. Donc soit l'erreur elle est de Cyril sur le kick, soit elle est évidemment sur la main, je ne sais pas. Moi j'ai vraiment envie d'y croire à cette théorie-là, j'espère que d'autres en parleront. Et le fait est évidemment que bon bah il y a les 850 000 vidéos que tu as évoquées, Edouard, le montrent. Il y a évidemment un hypo qui a un doigt dans chaque œil. Visiblement, ce qu'il y a sur l'œil gauche c'est quand même assez léger, et sur l'œil droit, ben, c'est un peu le grand débat du soir. Enfin, je veux dire, ce que je peux dire. Enfin, je peux dire plusieurs choses. La première, c'est que moi, je vais me garder un droit de réserve quand même parce que j'ai jamais pris d'hypoc de ma vie, j'ai jamais combattu et que je peux pas savoir à quel point ça fait mal. Toujours est-il que de manière mécanique, je me suis juste touché les yeux
Quel point je suis devenu barjot dans l'histoire quand même. J'ai fermé mes pupilles et j'ai touché juste avec mes doigts mes yeux. Et le simple fait de toucher, de mettre une mini pression, c'est déjà presque douloureux. Donc on ne peut pas négliger la douleur que ça a dû être. Toujours est-il que en 6 ans de suivi de MMA de plus en plus studieux, j'ai vu des époques plus durs, plus méchants et pour le coup plus pointus que celui-ci et des arrêts qui, en tout cas des fins de combat, des no contests qui m'ont paru plus incontestables que celui-ci, d'où la controverse. Je vous redonne la parole. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas en fait si on doit passer du temps à imaginer si ça a été vraiment douloureux. J'ai pas envie de rentrer dans le petit complot comme quoi, bon voilà, il aurait pu continuer. Toujours est-il que là, il est 20h15. On n'a toujours pas de photos des yeux d'Aspinal. Normalement, c'est le premier Oui, truc qui sort à l'UFC. Ouais. Non, mais c'est vrai parce C'est vrai. que quand on a une blessure affreuse à l'UFC, t'as Dana White qui court dans les coulisses pour avoir le plus gros zoom sur une plaie béante. Quand on a un eye poke aussi, ça fait aussi partie de la communication de celui qui se Bien prend sûr. l'eye poke, de tout de suite mettre une photo avec voilà l'œil injecté de sang. On a Alors, aussi l'exemple de Cormier, tu sais, qui avait vraiment l'œil fermé pour le coup. Donc je sais pas trop quoi en penser et j'ai presque envie d'avoir je sais pas le bon soupçon sur Thomas Spinal quoi. le seul truc, on peut rajouter plein de choses, mais la première déjà c'est l'info que dans les couloirs, donc visiblement très très vite après le combat, Thomas Spinal avait un bandage, genre c'était un énorme pansement autour de l'œil. Alors, limite, tu sais, avec 52 double face, donc vraiment tu peux pas l'ouvrir, quoi, c'est pas possible. Et la deuxième chose, c'est que les high pokes les plus violents qu'on ait vus, moi j'ai vraiment l'exemple du Belal Leon Edwards. Dès que Belal prend le doigt dans l'œil, il hurle de douleur, il est par terre, il pleure, et il y a une inéluctabilité quant à la décision finale. Là, on a quand même un doigt dans l'œil. Thomas Spinal qui ouvre l'œil, qui constate le truc, qui se dit ah putain j'ai mal, qui ouvre 2-3 fois l'œil pendant l'étude du cas par le médecin, et le médecin qui dit qu'il ne détermine pas de danger au niveau de son orbite. Encore une fois, je me garde un droit de réserve là-dessus. Le fait est que si on mais là, tu vois, volontairement, j'enlève le côté sportif, ce qui s'est passé avant et la domination relative, et la domination quand même de Cyril. Si on s'en tient au fait qui s'est produit donc sur cet instantané à 30 secondes de la fin du round, même nous, là, on manque d'éléments pour affirmer que oui, la fin du combat et le no contest est inéluctable, avec tout ce que j'ai essayé d'évoquer. Ouais, moi je Ori, pense qu'il toi faut. qui est... Vas-y, tiens, je vais donner la parole à celui qui s'est déjà pris des doigts dans les yeux, alors par d'autres personnes, je crois. Et pas que dans les yeux. Contrairement à contrairement à Clément qui se met des doigts dans les yeux tout seul. Voilà, Ori, ta vision, si je peux dire, sur cette époque. Ah, les gens à Perpignan, c'est bizarre quand même. Écoute, on s'entraîne en caleçon. Moi, j'ai le seul souvenir de Hypo marquant, vraiment très marquant en sparring. Je me suis rappelé que c'était pareil en fait. Au moment où je fermais les yeux et en fait t'es électrisé d'un coup. C'est d'une violence inouïe. Donc moi, je pense que le ressenti en fait, il y a que Tom qui sait vraiment si c'était possible de continuer ou pas. Le fait qu'il n'arrive pas à ouvrir son œil, je pense pas que ce soit du fait qu'honnêtement, moi j'ai un peu du mal à croire en la théorie comme quoi Aspinall a vu qu'il était trop derrière, trop dépassé et que c'était la porte de sortie. Enfin, en fait, c'est pas impossible, mais je pense qu'il faut lui donner le bénéfice du doute à l'athlète, au mec qui s'est préparé pendant des mois pour ce combat, au mec qui parle de ce combat depuis des mois. Je pense qu'on a tous un peu eu le même réflexe à chaud quand on a vu le ralenti, de se dire oula, c'était
c'était pas si abusé que ça. Et puis au final, il y a l'UFC qui met un deuxième ralenti où il zoome vraiment sur les yeux d'Aspinal. Et puis là, tu vois que déjà les deux doigts sont vraiment rentrés assez violemment. Et puis qu'il y en a un que les deux rentrent vraiment profondément. Je sais pas, moi honnêtement, je pense que c'est dur de reprendre un combat quand t'as pris des doigts aussi profondément dans l'œil. C'est un truc qui malheureusement pendait un peu au nez de Cyril, qui a cette fâcheuse tendance, un peu comme Imavov, à garder la distance avec les doigts bien loin, bien, et pas avec la paume vers le ciel comme les arbitres le demandent à chaque fois. Bah, c'est un truc de master de la distance. Hein. Adesanya, c'est pareil aussi, il avait beaucoup cette tendance à faire ça. Jones, évidemment, aussi. C'est un truc de combattants qui ont vraiment une appétence pour la gestion de la distance. Donc c'est même étonnant que ce soit pas arrivé en fait avant dans la carrière de Cyril Gane, qui a quand même pas mal mis de l'époque dans sa carrière, mais jamais aussi violent et jamais qui justifie d'arrêter un combat. Je pense que tout ce qu'on va dire en fait sur nos suppositions, nos hypothèses sur Aspinal fake ou pas, bah, en fait c'est que du vent, c'est que du bullshit honnêtement. C'est que de la discussion, c'est que du débat. Mais la finalité du truc, c'est que il va y avoir un rematch. J'espère que l'œil d'Aspinal n'est pas trop handicapé, qu'on va pas devoir attendre un an comme à l'époque Miocic quand il avait combattu d'ici dans le premier combat. Il avait pris un KO, mais il était resté out pendant hyper longtemps. Il avait dû porter des lunettes parce qu'il avait pris des high pokes assez violents et donc il avait fallu attendre quasiment un an pour le rematch. Donc j'espère qu'on aura des nouvelles assez rapidement. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chelou qu'on n'ait pas eu de grosses photos de l'œil d'Aspinal avec une couleur qu'on connaît même pas tellement elle serait rouge. Écoutez, je pense que encore une fois, il faut donner le bénéfice du doute à Aspinal, donnons-lui le bon soupçon à l'ami Aspinal, et puis voilà, il faut pas non plus. Enfin, moi, ce qui m'a un peu gonflé, c'est cette tendance qu'on a souvent à blâmer un peu les victimes. Notre ami Lionel le disait sur le groupe tout à l'heure. C'était un peu ce qui s'était passé avec Sterling contre Petroyan à l'époque, où tout le monde était tombé sur Aljamain Sterling parce qu'il y avait manifestement un peu d'exagération, mais en fait quand la faute elle est là. Quand tu prends un coup, quand tu prends une douleur que t'es pas censé prendre dans un combat de MMA, et ben t'as le droit de pas reprendre, surtout quand c'est un championnat du monde, que t'es face à un sniper comme Cyril Gane et que t'as les yeux qui sont la vision qui est compromise. Donc voilà, je pense laissons encore une fois le bon soupçon à Aspinal et puis passons à autre chose parce que tous les débats qu'on va avoir là maintenant, ça sert à rien. Et tu as d'autant plus raison de le dire, Henri, parce que il a le droit d'estimer Thomas Spinal, peu importe ce qui s'est passé avant. Bien sûr, si Cyril avait pris un down 10 secondes avant le high poke, on n'en parlerait peut-être pas. Mais s'il estime que le combat ne se passe pas très bien et qu'en plus de ça, il estime qu'il n'est plus à 100% de ses capacités, bah en fait, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, le mec combat pour lui, pour sa famille, pour ses intérêts. Enfin, je veux dire, c'est tout ce qui est le plus évident. On serait à sa place, on aurait fait la même chose. Doumbé, de manière ironique, le disait d'ailleurs après le combat. Il aurait dit, moi à sa place, j'aurais gardé la ceinture et j'aurais étudié la boxe de Gane. Alors je sais pas s'il est aussi calculateur. Le fait que même s'il était en train de calculer de plus en plus son striking quand même dans le combat, le fait est que évidemment s'il ne se sent plus pour sa première défense de ceinture unifiée, pour laquelle il a beaucoup de pression, l'échappatoire il est pas aussi violent que plein de gens le disent, je pense, mais l'échappatoire il est là quand même. Et je veux dire, si tu il reste 20 minutes derrière. Hein. 20 minutes avec un Cyril Gane que tu vois en deux, déjà à 1, c'est une tannée de se le fader déjà. Donc si tu le vois en deux pendant 10 minutes, 15 minutes, qu'est-ce que ça donne quoi? D'ailleurs, on a presque critiqué Kevin Holland il y a 2 semaines, ou une semaine, je sais plus, quand à Montréal, il prend un coup dans les parties par Mike Malott. Et visiblement, il va au bout des 5 minutes tellement il est pétri de douleur. Au final, il continue le combat et tout le monde, les commentateurs, disaient c'est contre-productif. Pourquoi là, ça vaudrait pas? Tout simplement. Ouais, totalement. C'est vrai que je suis d'accord avec Ori. On va pas non plus trop en parler. Toujours est-il que si on se concentre sur les faits, c'est quand même une semaine qui est un peu compliquée pour Thomas Spinal. Dans la cage et en dehors, il y a d'abord eu, voilà, c'est un ami par exemple, un collègue de travail de Dante Delija. Il a fait le genre de déclaration que Dana White déteste, c'est-à-dire de dire que si Dante Delija était challenger, il rendrait la ceinture vacante, une espèce de remake de ce qui se passait
avec Aljamain Sterling et Merab Dvalishvili. Il y a ensuite eu une vidéo, alors je sais pas si c'est une vidéo volée, ça y ressemble peut-être un peu, je sais pas si c'était du off et que RMC a été un peu coquin sur le coup, où Andy Aspinall, le père de Tom Aspinall, parle du contrat, parle de combat de boxe, pareil, le genre de truc que l'UFC et Dana White détestent. Et ce qu'on attendait aussi après le combat, après la déception, c'était de savoir ce qu'allait dire Dana White. Est-ce qu'il allait prendre parti pour un des deux combattants ? Et est-ce qu'il allait surtout assurer le rematch ? J'ai l'impression qu'il est un peu plus sévère envers Tom Aspinall qu'envers Cyril Gane. Il a même beaucoup plus. Il a même dit que voilà, Cyril Gane avait été sous-coté et que Tom Aspinall aurait peut-être dû continuer. Confirmation, il y aura un rematch et malheureusement cette annonce de rematch nous plonge également dans le doute parce que quand sera-t-il déjà quand et puis on laisse quand même Tom Aspinall le temps d'ajuster suite à ce premier round. Je sais pas, ça serait très dur d'avoir le rematch dans 1 mois, impossible, 2 mois, très compliqué. 3 mois, peut-être, mais il y a cette question de première carte Paramount où on pense que l'UFC va sortir l'artillerie lourde. L'artillerie lourde, ça peut aussi être un combat de poids lourd. Donc, si on veut être plus réaliste, j'ai l'impression qu'on va devoir attendre au moins février. Toi, Ori, qui aime bien faire le matchmaker, est-ce que février-mars, je suis trop ambitieux ? Février, non, déjà, parce que y aura la carte en Australie qui sera headlinée par Volkanovski. J'ai un peu du mal à voir l'UFC. Je trouve qu'il se murmure. Ferme tes petites oreilles, Edouard, je suis désolé de te dire ça. Il se murmure que ça pourrait être le dernier combat de Volkanovski et qu'il prendrait sa retraite. Après un combat sûrement contre Evloev face à son public en Australie. Tu crois que je suis pas au courant ? Tu crois que je suis pas au courant ? Non, mais je sais que t'es un peu dans le déni, tu vois, et je pense que c'est la meilleure façon de faire face à ça. Non, mais moi je trouverais ça super. C'est pas le sujet, mais je trouverais ça très, très chevaleresque de sa part. Après avoir battu un Dagestanais invaincu devant son public, ce serait beau. Il y a des chances que janvier ce soit Topuria. Moi, je pense que ça peut être mars. Ou alors, éventuellement, tu vois, le pay-per-view de décembre, le main event pour l'instant qui est officiel, c'est Yann contre Merab. C'est pas un combat qui est indéboulonnable. L'UFC peut éventuellement faire ça, mais encore une fois, il faut voir si l'œil d'Aspinall permet. Hein. Parce que des fois, les conséquences à l'époque peuvent être assez longues, assez terribles, et puis tu peux avoir des fois une exposition à la lumière qui est un peu compliquée. Enfin, voilà, j'espère que qu'Aspinall sera vite rétabli. Pour moi, c'est soit la meilleure option, c'est décembre, la plus rapide, et puis le plus loin qu'on peut avoir, à mon avis, c'est mars. Ouais. Donc pas un an. Pas un an. Clément, maintenant on se retrouve à une situation compliquée. On a 2 combattants qui vont se préparer pour un rematch. On pourrait parler longuement du mindset dans lequel va se trouver Cyril, parce que bon, les sacrifices ont été compliqués. C'est quelqu'un qui n'a pas, il a jamais eu le rythme d'entraînement d'un Dagestanais, Cyril. Mais pour le coup, là, il est allé au max de ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire se couper intégralement de sa famille, peut-être même refuser certaines sollicitations. Tu vois la pression sur lequel des 2 combattants pour le rematch ? Est-ce qu'on est plus une pression sur Cyril qui va devoir se remettre dedans, ou alors sur Tom Aspinall qui vient de se rendre compte que potentiellement il pouvait perdre ce match-up ? Écoute, à date, à 20h28, le dimanche 26 octobre, je te dirais nettement Aspinall. Parce que les regards sont braqués sur lui, c'est un mauvais jeu de mots, hein, bien sûr, mais les regards sont sur lui parce que c'est celui qui a quit, qu'on le veuille ou non, c'est lui qui a abandonné, qui a dit qu'il ne pouvait plus combattre. Après, le débat se porte sur un abandon volontaire ou involontaire, mais le fait est qu'il a dit qu'il ne pouvait pas combattre plus. Donc la pression, elle est sur lui de ce point de vue-là. La pression, elle est sportive également parce que même si moi j'avance la théorie que c'était pas si net que ça après revisionnage, hein, parce que si j'avais pas revisionné, j'aurais été un peu plus dithyrambique vis-à-vis de ce premier round, vis-à-vis du côté français. Il le gagne pas. Et il y avait de la frustration qui commençait à apparaître, et des coups un peu sortis du chapeau, et déjà de grandes respirations prises à 1 minute de la fin du round. Donc il y a des questions
sportives, stratégiques et physiques qui sont posées autour de lui. Donc, pour le coup, Cyril, il n'y a aucune question qui se pose. Cyril, la seule chose que tu as envie de lui dire, c'est analyse les 4 minutes et fais la même chose. Donc, la pression, elle est pour moi beaucoup plus sur Aspinall de ce point de vue-là. Cyril, il doit recommencer ce qu'il a fait, ce qui est dur, mais bon, le sacrifice, à mon avis, en valait la peine. Je pense qu'il en est conscient. Et à améliorer certaines entrées et surtout certaines sorties, parce que malgré tout, il a été touché 1 ou 2 fois quand même. Donc je pense quand même assez nettement que c'est pour Aspinall, qui avait déjà beaucoup de pression à la base. Ori, est-ce que tu penses que Tom Aspinall pourra faire les ajustements pour se remettre dans le bain face à Cyril Gane? En tout cas, il aura eu l'avantage d'avoir eu 4 minutes dans la cage avec lui pour savoir un peu comment Cyril bouge, quels sont les trucs qui lui posent vraiment, vraiment, vraiment souci pour toucher face à lui. Donc non, c'est plutôt quand même positif pour Aspinall, je dirais. Côté pression, il y a un truc, c'est que Cyril Gane n'était pas vraiment attendu en fait sur ce combat à l'international en tout cas. Les Français non, on lui mettait évidemment la grosse pression avec RMC qui marquait un peu son film du style c'est la dernière chance pour lui. Enfin voilà, en France il y avait une grosse pression sur lui, mais à l'international tout le monde avait enfin c'était plus ou moins un mec qui pouvait poser des problèmes à Aspinall, mais qui était quand même plutôt censé perdre face à lui. Et là, on va arriver dans un truc où les codes seront sûrement quasiment similaires. Après ce premier combat, voilà. Est-ce que Cyril Gane n'est pas meilleur quand on l'attend pas vraiment? Je sais pas. En tout cas, il était en train de faire de belles choses dans ce premier combat et il aura au moins la pression de devoir faire aussi bien pour la prochaine. Donc, quoi qu'il arrive, ça va être un combat différent. Moi, c'est ça franchement, honnêtement, je l'ai dit, mais c'est le truc qui me frustre le plus, c'est que, encore une fois, les planètes étaient un peu alignées. Je pense vraiment que quand le camp de Cyril disait qu'il avait fait le camp de sa vie, honnêtement, on a vu que c'était sûrement le cas. On n'a pas non plus parlé du fait qu'il avait repoussé un takedown. C'était quand même assez impressionnant. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai un peu hurlé. J'ai même pas vu, moi, quasiment, enfin, l'amener. Elle est pas significative. Pour moi, c'était quand? C'est, j'irai au bout d'une minute 30. Aspinall s'engage pas à 100% sur le takedown, mais il essaye de choper, de choper les hanches et puis le body lock. Et puis Cyril Gane sort très bien. Il a directement les bons réflexes, les bons underhooks. Et moi, honnêtement, ça plus le nez en sang, c'était les deux motifs qui faisaient que j'avais l'impression que Cyril Gane était en train de marcher un peu sur l'eau, beaucoup plus que ce qui se passait en réalité, parce que Aspinall touchait aussi. Mais tout ça pour dire que ce deuxième combat sera différent, que Aspinall était sûrement très bien préparé cette fois-là, mais là il sait sur quoi il faut bosser. Donc on a évidemment tous hâte de voir comment ça va se passer, mais en tout cas ce sera sûrement pas aussi incroyable que ça avait l'air de partir cette fois-ci. Certainement, j'ai envie de dire wait and see pour la suite. Toujours est-il que Alexander Volkov ne risque pas de griller la priorité à Cyril Gane, ça c'est certain. On a certainement une possibilité que John Jones fasse un retour pour la Maison Blanche, donc je crois que ce sera vers juin. Je pense que même s'il y a un comeback de John Jones, ça sera plus contre un Poatan que pour le titre. Je pense qu'il a suffisamment saoulé l'UFC comme ça. Messieurs, dames, on va peut-être en terminer avec ce combat. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter, peut-être Clément? Écoute, non, j'ai l'impression qu'on a évoqué tous les enjeux et le MMA français aura son champion un jour. Et j'espère que ce sera Cyril, sincèrement. J'étais en train de me dire que... Je ne parle pas d'hiérarchie, mais j'espère que Cyril sera champion. Ça aurait été quand même un très bel ambassadeur. Je sais pas combien de temps il va combattre encore, mais voilà. C'est ça, parce qu'il a 35 ans, mine de rien. Bah oui, c'est un des plus petits palmarès de l'UFC quand on parle de ranké. Après, oui, et puis quand on connaît son implication par rapport au sport, qui n'est pas nulle, qui est loin d'être nulle, mais qui est peut-être différente par rapport à d'autres combattants, c'est toujours un peu terrible. Donc voilà, Ori, un dernier truc à rajouter?
Ouais, alors pas vraiment sur le combat, mais tu sais, tu as évoqué cette vidéo qui a leaké du père d'Aspinal qui dit à Thomas Desson que il a pas envie de re-signer avec l'UFC après ces 3 combats sur ce contrat. On peut parler un peu de la Fight Week légendaire de Thomas Desson, je pense, qui est toujours plein d'analyses bien senties, de métaphores bien senties, de questions très bien senties, que ce soit aux combattants ou à Dana White. C'est toujours un réel plaisir de l'avoir à l'UFC pour représenter les médias français. Ouais, écoute, on peut s'en permettre d'en parler parce que bon, je trouve que c'est un peu tiré sur l'ambulance. Je pense que c'est pas facile pour lui non plus de se prendre des remarques à chaque fois. Bon, par contre, quand c'est lui qui pose la pire question de la conférence de presse de Dana White, que personne ne comprend sa question et que Dana White se met à se foutre de sa gueule, là, je pense qu'on peut quand même au moins intervenir, dire on aimerait bien pas passer pour des prunes au niveau international, quoi. Donc voilà, c'est la dernière fois qu'on en parle, mais ça commence à devenir compliqué. Messieurs, si vous le voulez bien, on va passer au reste de cette carte. On va refaire la main card. On va peut-être aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme on dit. Il y avait un co-main event qui était lui aussi pour une ceinture. Mackenzie Dern contre Virna Jandiroba, donc la ceinture vacante suite au départ de Zhang Weili pour la catégorie supérieure. Ce qu'on peut dire d'abord, peut-être Clément pour te redonner la parole, c'est que j'ai l'impression que Mackenzie Dern avait quand même musclé son jeu, avait quand même élevé son niveau. Tu rigoles, mais j'aimerais bien qu'il n'y ait aucun rire sur cette chronique. Je ris parce que en fait, je repense au message de Lionel dans la conversation qui dit Weili Zhang prend les deux en même temps, une main dans le dos. Ça m'a fait beaucoup rire. Je suis pas loin d'être en désaccord. Juste pour dire, on n'a pas Lionel ce soir, c'est bien dommage parce que il était vraiment très très remonté. Il était bouillant. Voilà, il était bouillant. Je pense que il est un petit moment de rupture avec le MMA malheureusement. Donc voilà. Mais Lionel va revenir, ne vous inquiétez pas. Il a utilisé la fonction message vocal de WhatsApp à son plein potentiel, son plein pouvoir ce matin. Ouais, clairement. Il avait des choses à dire. Il y a des gens qui révolutionnent le vocodeur, lui il révolutionne les notes vocales sur WhatsApp. Voilà, si vous donnez au Patreon, on vous les dévoilera, vous inquiétez pas. Toujours est-il que on en revient à ça, donc Zhang Weili n'est plus, donc Mackenzie Dern contre Virna Jandiroba. On l'embrasse. Clément, oui c'est ce que je te disais, on a l'impression quand même d'avoir une Mackenzie Dern qui avait le sens de l'événement et qui est arrivé avec de nouvelles choses, avec un niveau élevé. Je pense notamment au striking, où on l'a vu assez patiente. Je crois que toi aussi, t'étais un peu déçu par le niveau de Virna. C'est un peu fouillis, mais qu'est-ce que tu vas en retirer de ce combat-là au final ? Sachant que Mackenzie Dern a gagné ce combat à la décision. Je vais m'auto-rendre hommage. Je crois que c'est la première fois en 3 ans de podcast que je vais le faire. Parce que dans le podcast, j'avais dit que j'aimerais bien que Dern se limite à ce qu'elle sait faire et à ce qui marche dans son striking plutôt que de se perdre dans des attaques à corps perdu avec des crochets larges et des coups qu'elle ne maîtrise pas. Je me rappelle de quand j'ai fait cette diatribe, j'ai fait rire Ori parce que j'avais sorti une formule qui l'avait fait marrer. Eh ben, quel plaisir pour moi de pouvoir vous dire, oui, sur ce combat, Mackenzie Dern, en striking, s'est contenté de faire ce qui marchait. Et il n'y avait pas besoin pour autant d'être Floyd Mayweather pour le faire, mais one-two, jab, bras arrière en ligne, ça a suffi pour climatiser et réduire un peu à néant le striking de Jandiroba. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que peut-être que je survends un petit peu sa performance, mais je suis content que ça arrive pour elle, au meilleur moment qui plus est, pour ce combat pour le titre. Donc ça montre que avec un camp et avec une préparation optimale, elle est capable de se satisfaire de ça. C'est bien. Donc je suis content de ce point de vue-là. Je suis content aussi de voir le développement musculaire parce que moi j'avais regardé pour la prévue, j'avais regardé le premier combat entre les deux. Il y avait un avantage physique de densité musculaire qui était très largement en faveur de Jandiroba, qui faisait que dans le premier combat, Jandiroba a remporté de manière nette, claire et précise toutes les phases de clinch. Et bien sur cette revanche, Mackenzie Dern les a quasiment toutes gagnées, les phases de clinch. Je crois qu'il y a au 2 ou 3e round, il y a sur le 2e round que Jandiroba prend. Elle est justement, Jandiroba, elle domine un petit peu cette séquence-là. Mais sinon, ça veut dire que Mackenzie Dern s'est aussi densifiée pour le mieux physiquement
Puis après, sur les phases de grappling, j'ai bien aimé la suractivité de Mackenzie Dern qui en fait se laissait amener au sol. Elle n'avait pas forcément besoin de défendre parce que même sur les bottom positions comme ça, elle était en capacité de grappler ou de se relever et tout. Et en fait, elle a envoyé beaucoup les poings, les coudes, énormément les coudes quand Jandiroba était dans la demi-garde. Et justement, elle a empêché, dans le même temps avec ces frappes-là, elle a empêché Jandiroba de bouger. Donc très peu de scramble de la part de Jandiroba pour chercher un side control ou la top position. Encore moins d'ailleurs des soumissions. Bon, bah, c'est une performance aboutie de Mackenzie Dern. Après, c'est la performance aboutie d'une combattante qui n'a pas le niveau de Weili Zhang, tout simplement. Et donc, oui, de fait, oui, juste pour terminer, Jandiroba m'a beaucoup déçu. Je l'ai trouvé parfois lente, parfois pas dans le bon tempo, trop axée sur un grappling assez finalement inefficace. Donc, ce que je retiens de ce combat-là, qui donc du coup était assez monochromatique, c'est que Jandiroba ne s'est pas adapté du tout du combat. Et ça, c'est décevant. Ouais, malheureusement, il y a peut-être la question de l'âge qui se pose sur Jandiroba. Ori, est-ce que toi aussi t'es séduit par cette Mackenzie Dern taille championne? Pas du tout. Moi, c'est vraiment. Je suis désolé, hein, les gars, je casse un peu la bonne ambiance qui règne depuis le début de ce podcast. C'est un combat qui m'a un peu fait chier. Pas parce que. En fait, c'est un combat qui m'a fait chier parce que c'était un combat pour un titre. Si ça avait été un combat en 3 rounds sur une carte préliminaire ou sur une main card de pay-per-view, ok, mais là, ouais, c'était un peu, ben ouais, le mot monochromatique, le mot terne, le mot Mackenzie terne, excellent. Non, pour moi, il s'est pas passé grand-chose dans ce combat, honnêtement. Quand tu vois les deux visages des combattants à la fin du combat, t'as l'impression qu'effectivement il y a eu quelques coups, mais moi j'ai trouvé ça triste, honnêtement. Que debout, c'est pas été la folie des deux côtés. C'est pas ça qui m'a surpris le plus, mais en fait que les échanges en grappling étaient à chaque fois aussi peu disputés. C'est-à-dire, c'était soit Jandiroba qui avait la top position et qui arrivait à rester un peu hors de danger de ce que Dern aurait pu tenter, mais qu'elle n'a pas vraiment tenté non plus. Ou alors, c'était pareil, Dern qui avait une top position, mais qui faisait pas non plus grand-chose avec. Je m'attendais à voir des scrambles un peu fun, à voir des échanges un peu en grappling intéressantes entre ces deux combattantes qui font partie des meilleures grappleuses de l'UFC, toutes catégories confondues, côté féminin. Moi, ce que je retiens de ce combat, c'est des 1-2-3 de Dern qui touchent à peu près. Un moment, Jandiroba qui crache une dent. Je sais pas si vous l'avez vu ce truc-là. Moi, c'est au 3e round. Elle prend. Ouais, c'est juste. Mais J'ai halluciné en direct. Ouais, c'est ça. C'est une dent. Ouais, il y a un truc solide blanc Oui. qui sort de sa bouche. Et ça m'a un peu réveillé en fait, parce que je commençais un peu à somnoler quasiment devant ce combat. Et puis il y a ce truc-là, la touche un peu. Et en fait, moi, ce combat, ouais, je vous avoue que j'ai pas réussi à garder une attention dingue dessus. Le combat me paraissait un peu serré. Je sais pas, je vois tout le monde en parler comme si c'était un combat abouti pour Dern. Mais Jandiroba prend les 2 premiers rounds déjà, on est d'accord? Il me semble. Je crois que non, c'est plus 1, Pas 2, sûr. 3. Pour moi, Dern prend 1, 3, 5 et Jandiroba 2 et 4. Mais comme tu dis, tu as raison, il n'y a pas un avantage, il y a pas un gap ultra net entre les deux. Comme il est monochromatique, de toute façon, à part je crois le 3e round qui est plutôt quand même bien pour Dern, il n'y a pas de différence manifeste. Hein. Mais en tout cas, oui, ce que tu disais en preview, c'est-à-dire les fondamentaux debout, ça aura carrément suffi à neutraliser tout ce que pouvait faire Jandiroba debout, qui franchement n'a pas montré grand-chose dans ce combat, alors que sur les derniers combats, c'était clairement elle qui avait fait de belles prestations, de belles performances, qui pouvait nous laisser espérer qu'elle nous ferait un beau combat pour le titre. Mais franchement, Mackenzie Dern champion en Big 2025, c'est quand même assez dingue. Moi, l'image m'a fait halluciner. Je me suis vraiment rendu compte de ça quand je l'ai vu avec la ceinture autour de la taille. Pas forcément sur ce combat, je l'ai pas trouvé ridicule sur ce combat-là, mais encore une fois, je sais que c'est une expression que t'aimes pas trop, Clément, mais l'expression galvaudée, on a vu ses limites. Je pense qu'elle colle parfaitement à Mackenzie Dern et sur pas mal de ses derniers combats. Donc qu'elle soit championne après la championne magnifique qui était Weili Zhang, je trouve ça un peu triste. Et puis ouais, c'était un peu le point que je faisais en début de podcast sur le fait que cette catégorie, ça commence à devenir un peu tristoun, alors que c'était un peu
un peu la figure de la catégorie de pro, un peu du MMA féminin ces dernières années. On avait eu des très belles choses avec les Andrade, les Rose, les Weili, les Johanna. C'était extrêmement fun. Et puis là, on se retrouve avec une catégorie un peu déserte avec Dern qui va très sûrement se faire détrôner au prochain combat. Je suis désolé de casser l'ambiance. Il suffit juste d'arrêter les takedowns et puis c'est bon. Et elle envoie pas tant que ça, bah, d'ailleurs. on verra pour la suite, pour la catégorie. En challengeuse, on peut penser à une Tatiana Suarez, mais là aussi, on est un peu dans la déprime, Non, sachant que... Xananian. Ouais, mais Oui, c'est aussi. toujours un peu triste d'avoir des combattants qui viennent de se faire rouster par le champion qui vient de monter. Et puis pareil, tu vois, Jeanne, elle a perdu contre Jean Diroba, donc en fait, t'as personne qui est vraiment, qui est pas de tâche sur son record, En fait, la seule championne qui aurait pu être intéressante, ça aurait été Jean Diroba, parce que c'est la seule qui a pas perdu contre Weili, qui s'est pas fait tarter violemment ces dernières années. Donc ouais, non, ces catégories est en train de devenir un peu triste malheureusement. Ouais, triste On catégorie, va je vivre pense avec qu'on est son d'accord. spectacle. Je pense qu'on est d'accord pour dire que si Zhang Weili redescend, ça va être compliqué pour cette génération-là. Je pense qu'on va voir qui est la patronne, quoi. On en termine avec cette catégorie un peu tristoun féminine pour arriver chez les bantams. Il y avait un combat qui était assez attendu puisque une demi-finale pour le titre. Oumar Nurmagomedov contre Mario Bautista. Clément, toi t'étais assez critique avec ce match-up. Tu le comprenais pas trop à l'époque. En tout cas, victoire d'Oumar Nurmagomedov. On a quand même été, j'ai l'impression, agréablement surpris par la performance de Mario Bautista. Pour toi, qu'est-ce qui a manqué? Il y a quand même un knockdown. Le plus gros fait de ce combat-là, ça va être le knockdown que Batista prend, et que Oumar prend très très tranquillement. Le menton des Dagestanais, il va falloir en parler à un moment. C'est quand même assez impressionnant. Qu'est-ce qui a manqué pour toi dans ce combat pour que Mario Bautista, qui était underdog, le fasse? De ne pas passer 95% de son combat à défendre. C'est un peu l'impression que j'ai, parce que mais c'est inhérent à l'activité, la suractivité et au pressing constant de Nurmagomedov. Mais quand tu as quelqu'un qui se jette sur toi et qui d'une brindille au bout de ta jambe est capable de te mettre au sol, la lutte en chaîne d'Oumar était on point, c'était intéressant. Et d'ailleurs, c'est le facteur clé de ce combat-là, parce que euh, la lutte en chaîne a fonctionné, mais Mario Bautista a fait un super combat avec ses armes. Moi, je critiquais le fait qu'il était en capacité toujours de se mettre un poil au-dessus de son combattant en face et que la victoire contre Aldo n'est pas une victoire et que les autres succès n'étaient pas clinquants, enfin pas chimiques, voilà, c'était pas un point de référence pour l'analyse du combat contre Oumar. Le fait est qu'il prend un 30-27 en étant super convaincant, donc c'est difficile de parler d'une défaite encourageante quand tu prends un 30-27 et que tu gagnes pas un round, parce que même, tu vois, même avec le round, avec le down, il le perd quand même. Quand même un peu tristoun. Moi, le facteur clé, il est sur le fait qu'il a passé 95% de son combat à défendre. Il était mis au sol, il se relevait, il allait debout, il avait 20 secondes de striking dans laquelle il faisait des choses intéressantes et il se faisait remettre au sol après. Ce qui aurait été bien, en fait, c'est de réussir à avoir les bons fondamentaux pour éviter d'être mis au sol. S'il avait réussi à résister, et je sais que c'est une tâche très difficile, s'il avait réussi à résister aux tentatives de takedown sur les singles ou les double legs d'Oumar, on en parlerait peut-être différemment de ce combat-là. Parce que, et c'est là que la transition se fait avec Ori et puis avec Oumar, c'est que Oumar, debout, m'a pas rassuré, quoi. Enfin, je veux dire, s'il se fait outstriker par Mario Bautista, moi j'ai plus envie de le voir contre Sean O'Malley que contre Merab, tu vois. Enfin, j'abuse un peu, mais le fait est que il m'a pas rassuré de ce point de vue-là, alors que pourtant on était hyper dithyrambique du fait qu'ils sont un peu 2.0, qu'en striking il est les front kicks, qu'il envoie, qu'il déploie pas mal d'arsenal technique diversifié. Bah là il s'est fait outstriker et il a fini crevé. Donc dans la possibilité de voir Oumar contre Merab, il y a du boulot, quoi. Puis même dans la posture, dans le body language, enfin, quand Oumar
recule contre la cage. Tu sens qu'il y a une espèce, pas de panique, mais en fait qu'il est plus du tout à l'aise quand Batista lui mettait un peu la pression. En fait, moi, le knockdown, honnêtement, je l'ai vu arriver au tout début du deuxième round. Batista met la pression. Batista, il est dans son combat, il est dans la distance qu'il faut. Et puis Oumar recule. Et en fait, tu sens très vite que si jamais Oumar tente pas d'attraper, ça va être compliqué. Et puis Batista va dérouler. Et puis ouais, il y a cette espèce de kick que Oumar prend en pleine tête. Il prend le genou en pleine tête. Mais oui, effectivement, la capacité de récupération est assez dingue parce qu'il se relève comme si de rien n'était, alors que oui, il le prend salement. Je suis d'accord avec toi, Clément. En fait, le gros problème, c'est que Batista a beaucoup défendu, a bien défendu, mais il a fait surtout que défendre en fait. Le moment moi qui m'a un peu surpris, que j'ai trouvé sympa, c'est quand il a eu l'espèce de kimura de cheville ou de kimura de pied au premier round, qu'en tant que fétichiste des pieds, j'ai extrêmement apprécié après le combat de Walter Walker. Alors en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont hurlé un peu devant leur télé en disant Oumar va taper, mais c'est quand même une soumission en fait qui est vachement de la douleur en fait. C'est compliqué de snapper une cheville comme ça en fait en vrai. En général, c'est pas une soumission sur laquelle au plus haut niveau ça tape, parce que oui, encore une fois, tu te sens pas, ça fait mal certes, mais t'es pas en danger de te faire péter un membre comme sur une clé de bras ou comme exactement, ouais, non, carrément. Et en fait, je pense que c'est l'approche contre les Dagestanais en fait qu'il faut revoir un peu entre guillemets, parce que le combat contre Sandhagen c'était pareil en fait. Sandhagen avait très bien défendu, mais en fait il y avait pas assez de moments où il était protagoniste, où il faisait des choses. Il y avait certes de très beaux scrambles que Batista avait aussi, hein, et puis même il y avait une volonté de gagner. Moi je trouvais assez impressionnante chez Batista. Ouais. Il était là pour essayer de gagner. Franchement, il partait, c'était les scrambles, il partait à 100% dessus. Il explosait comme un ouf. Il défendait bien, techniquement c'était hyper propre. Mais voilà, je pense qu'il faut pas essayer d'y aller frontalement contre eux. Il faut essayer plutôt de les prendre un peu à leur propre jeu. C'est un peu ce que je voyais éventuellement Duplessis faire contre Chimaev, c'est-à-dire en fait plutôt que de défendre comme un dingue une amenée au sol, où en plus à la fin tu vas quand même te faire amener au sol et tu seras juste crevé. En fait, fais-toi amener au sol, choisis la position dans laquelle tu tombes, essaye de prendre une garde, une full garde, essaye de faire des trucs, de travailler là-dessus, mais en fait juste défendre comme un bourrin pour défendre comme un bourrin, c'est pas la peine parce que tu finiras quand même au sol. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu une approche. Il y a un peu une approche à revoir quand on affronte un Nurmagomedov, parce que il y a que Merab en fait qui est capable d'y aller frontalement contre un Oumar et de le battre à son propre jeu un peu, même si voilà, on le redit, hein, le combat pour le titre entre Oumar et Merab était quand même très serré, et puis au final avec tout ce que fait Merab ensuite, ça reste assez impressionnant ce qu'Oumar a fait contre lui. Donc ouais, un match-up contre un striker qui peut capitaliser beaucoup plus sur les moments libres debout qu'il aura contre lui, comme un Petroyan, comme un O'Malley, ça peut être intéressant. Mais est-ce que ces combattants-là auront la capacité de survivre qu'avait Sandhagen, qu'avait Batista? Voilà, c'est intéressant. En tout cas, je pense pas que c'est avec ce combat que Oumar sécurise son title shot. Il a essayé de prendre un peu Dana White à témoin devant tout le monde en disant Dana, allez, c'est le prochain combat pour le titre. Et Dana lui a dit non, il va falloir que ce soit convaincant. J'ai pas l'impression que Dana a été énormément convaincu par ce combat. Je pense qu'il va en falloir un de plus. Et oui, O'Malley, ça peut être un combat intéressant. J'espère qu'ils vont pas lui mettre un combattant très complet du style Eman Zahabi, ce qui était un petit peu Batista. Là, j'espère qu'on va avoir un Oumar qui pourra nous montrer que debout il peut un peu rassurer, parce que il y a des moments où c'était un peu craignos. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai quand même un peu acté le fait que ce soit lui le prochain challenger. Pas en termes de niveau et de performance, mais je pense que le clan Nurmagomedov a un pouvoir assez suffisant sur l'UFC pour faire ça. Et puis, je pense aussi que quand Merab Dvalishvili accepte de prendre Petroyan, c'est aussi parce qu'il veut pas attendre le résultat de ce combat-là, en sachant très bien que Oumar allait peut-être revenir en tant que challenger. Voilà, toujours est-il que la suite pour cette catégorie, ça sera décembre, avec Merab Dvalishvili contre Petroyan. Les amis, on passe au pire combat, je pense, de la soirée. C'est cet Alexander Volkov contre Jailton Almeida. Il y a eu un autre combat assez terrible chez les heavyweights, mais alors celui-là est pas mal. On se posait des questions sur voilà, est-ce que Jailton Almeida allait réussir à mettre au sol Volkov avec autant d'aisance que d'autres heavyweights. La réponse est oui, mais alors pour faire quoi? Il y a un premier round qui est
qui est quand même à l'avantage de Volkov, puisque bon bah il a quand même une réponse défensive qui est assez intéressante. Et puis le reste du combat c'est un peu la même chose. On a un Jailton Almeida qui va mettre au sol, qui va shooter. Ils sont quand même relevés deux, trois fois. À chaque fois, Jailton Almeida va re-shooter dans les jambes très très rapidement. Et puis, on s'emmerde, il se passe rien, on a un nombre de coups significatifs, de coups même pour Jailton Almeida qui est vraiment misérable. Et au final, on attendait la décision. C'est une victoire de Volkov. Un peu. Est-ce que c'est une surprise? Je ne sais pas. Toujours est-il que peut-être inconsciemment les juges ont voulu punir cette façon de combattre qui est vraiment assez énervante, j'ai envie de dire. Clément, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est un vol? Qu'est-ce que c'est? Pas du tout un vol. Aucunement un vol. Très bien. Qui dit que comment on peut dire que c'est un vol? Comme tu l'as très bien dit, moi j'ai passé ma journée à dire que Almeida avait combattu à la DCC et je crois à ton introduction que tu es d'accord avec moi. Almeida envoie 2 coups significatifs au premier round en ayant 2 minutes 30 de top position, de ground control au sol. 2 frappes. Il envoie 11 frappes au deuxième round en ayant 4 minutes, quasiment 4 minutes de ground control au sol. Pour le coup, les statistiques ne sont pas notre ami avec le MMA. Là, je m'en sers. Qu'est-ce qu'il a fait au sol? Il projette, demi-garde, il n'arrive pas à avancer. Qualité de scramble, bon, oui, ok, très bien, il y a une qualité de scramble, mais Volkov, il arrivait à tout lire. Il suffisait que Volkov se mette un petit peu sur son flanc droit, qu'il push avec sa main sur la jambe de Almeida et qui bloque la main avec, une main d'Almeida avec sa jambe gauche, il n'y avait plus personne. Tu ne pouvais plus rien faire. Alors Volkov est l'un des plus lourds poids lourd à l'UFC en termes de poids. Je crois qu'il marche quasiment à 115-116 kg. Donc quand tu es un ancien light heavyweight, mine de rien, ça joue. Mais dans ces cas-là, tu restes en moins de 93, évidemment. Donc, non, c'est. Et puis, encore une fois, à l'instar de Dern sur le combat dont on a déjà parlé, la faculté qu'a eu Volkov à essayer des choses au sol, même si c'était pas forcément probant, mais sa capacité à réduire à néant tout semblant de goût de tentative d'Almeida, plus quelques coudes, un arm triangle raté par-ci, des frappes par-là et se relever une fois, machin. Bon, en fait, ça a suffi pour faire un combat. Mais pour moi, le fait de critiquer Volkov est pas vraiment légitime parce que Almeida a tellement, pardonnez-moi l'expression, mais a tellement salopé le combat avec sa stratégie contre-productive que que pouvait-il en être autrement que Volkov ait une défense de takedown? Sauf que, on peut le dire ça, mais quand Volkov il se rend compte qu'il est au sol et qu'il n'est absolument pas mis en danger, ça sert à quoi de défendre le takedown? Visuellement, c'est lui qui va avoir les coups les plus significatifs. Écoute, moi je suis lui, je suis pas sûr que mon approche soit radicalement différente. Je ne sens pas le danger alors que à l'endroit où mon adversaire veut m'emmener, je continue. Moi, ce qui m'a un peu frustré par rapport à la performance de Volkov, c'est qu'il n'était pas non plus très protagoniste en fait. Il y avait certes beaucoup de moments où il arrivait à nullifier, à annihiler le game d'Almeida en grappling, mais pour faire quoi? Et puis en fait, quand on juge round par round, Volkov prend clairement le premier, il le retourne, il y a un très beau reverse d'ailleurs. Et puis il arrive à prendre une minute de ground control avec beaucoup de ground and pound pour le coup. En une minute de position dominante, il fait plus que Almeida en peut-être 12-13 sur l'ensemble du combat avec son ground and pound. Le deuxième, c'est Almeida qui le prend assez clairement parce que Volkov ne fait rien de significatif dans le round, à part être en position dominée. Et puis en fait l'argument c'est sur le troisième round parce qu'il y a certes 4 minutes peut-être 4 minutes 20 de contrôle d'Almeida au sol, mais il se passe absolument rien. Et puis l'autre moment et puis le reste de ce round c'est Volkov qui a une position en clinch, qui envoie quelques genoux, quelques coudes, et donc les juges se sont sûrement basés là-dessus pour lui donner le troisième round. Mais j'ai trouvé que c'était quand même un peu léger en termes de réponse. Mais en tout cas c'est bien fait parce que Almeida je parle vraiment comme si on était en CM2, c'est bien fait, t'avais qu'à faire plus au sol, mais moi j'avais vraiment le sentiment qu'à la fin du troisième round Almeida le prenait quand même parce que récemment à l'UFC quand les juges qui sont pas forcément très compétents en fait ils s'arrêtent un peu au visuel du combat, et quand t'as un mec qui a eu 4 minutes de position dominante dans un round, même si c'était juste pour être essoufflé au-dessus de lui sans rien faire,
en général, lui donne le round. Mais c'était très 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 bizarre cette performance. T'as l'impression qu'il y avait un peu d'auto-sabotage dans le sens où en fait il suffisait de quelques coups, même des coups pourris en ground and pound au corps, ça aurait suffi en fait à Almeida pour s'assurer le round. Je crois que le premier frustré de ce combat là c'était Marc Goddard qui arrêtait pas de le relever, Almeida. En plus à des moments qui sont toujours ceux où tu te dis bon là c'est fini, Volkov pourra rien faire, et puis en fait non, il relevait le combat. Mais honnêtement ce combat là à la fin de celui-ci et puis à la fin de la carte tu te dis faites 25 000 rematchs entre Gane et Aspinall, parce que si c'est ça la suite chez les poids lourds, ça va être un peu triste. Et puis dernière petite note, Dana White avait dit à Volkov après son dernier combat contre Gane, tu t'es fait enfiler, on va dire, et t'inquiète pas, on va te rendre ça, on n'oubliera pas ça. Et puis effectivement, avec cette décision un peu généreuse, et il a eu son payback, l'ami Volkov. Voilà, le complotiste Ori qui revient, c'est terrible ce qu'on entend. Il y a une voilà, chaîne YouTube un qui s'appelle combat. Ori Platiste. Ori dit la vérité. Puis on pourra parler de ouais. l'implication des francs-maçons dans l'époque de Cyril Gane face à Aspinall. Bien sûr, mais l'œil des Illuminati. Voilà. Évidemment. Un combat à oublier en somme. On va arriver à l'ouverture de cette main card. Et bon là, je pense à Clément qui est notre petit fan de Rakic. Et comment lui donner tort, parce que quand Rakic fait les bonnes choses, quand Rakic est dans le bon sens du combat, qu'est-ce qu'il est beau à voir. Par contre là, c'est assez terrible parce que quand on est arrivé à la pesée, on s'est dit, là, Rakic, il a un avantage en termes de physique, tout simplement, et puis de distance, qui va être compliqué pour Murzakanov. Et puis Rakic s'est retrouvé dans une distance qui était peut-être pas la bonne, et on a un Murzakanov qui a été très opportuniste, et ça on peut le féliciter pour ça. Et puis voilà, je crois que le menton n'y est plus, ça fait 4 défaites de suite. Je sais pas quoi te dire pour ton petit chouchou Clément. Alors, la première chose, c'est que Murzakanov, j'aurais dû le dire en preview d'ailleurs, mais Murzakanov a déjà affronté des combattants à l'UFC qui sont beaucoup plus grands que lui. Willis, ou je sais plus, parce que j'ai regardé un peu ses combats avant la preview, et il y a un grand combattant américain qui l'a combattu par la taille, et il a quasiment été mis down dans ce combat-là, mais il avait fini par gagner par KO, voilà, grâce à son travail. Devin Clark, je pense. Notamment. Pardon ? Devin Clark ? Oui, c'est ça, exactement, Devin Clark. Oui, tout à fait. Et donc, il avait réussi donc avec un rarissime crochet au corps du bras arrière en MMA, en tout cas, à le mettre au sol et à le finir. Enfin, à le finir avec ce crochet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'as tout résumé. Rakic fait un combat d'esthète, de très belle esthète pendant 3 minutes et quelques, et puis le menton l'a lâché. Je n'aime même pas le KO parce que on en a déjà parlé, c'était un peu la mode involontaire malheureuse ces dernières semaines, mais c'était pas arrivé depuis quelques temps. Mais quand tu t'empales dans un jab, tu le prends peut-être 2 fois plus vite que quand tu le prends de manière sèche. Et même la manière avec laquelle il s'écroule, quand tu regardes le ralenti, tu te dis putain, c'est pas si impressionnant que ça, quoi, quand tu le vois pris. Alors comme dit Lionel, évidemment, un jab de Murzakanov, vu le molosse que c'est, ça doit évidemment faire très mal. Mais pour moi, le menton, oui, clairement, l'a abandonné. Quand tu vois la chute, t'as l'impression qu'il a pris le high kick que Prohaska prend contre Pereira. Tu vois, cette espèce de truc où les bras, ils sont comme ça. Il se relève, il est complètement il est là. T'as l'impression vraiment, il a juste extinction de la lumière pendant 2 minutes. Le langage corporel lors de sa chute amène l'arbitre à arrêter très vite. Basta. Donc oui, encore une fois, Rakic va rentrer dans la catégorie des mecs à l'entraînement, c'est un modèle. Et puis dans les faits, dans la cage, malheureusement, en compétition, il est plus vraiment là, plus vraiment parmi nous, quoi. Et c'est triste parce que encore une fois, je trouve ce combattant magnifique à voir combattre. C'est lui et Bukoshkas, j'aime beaucoup chez les moins de 93 stylistiquement, mais malheureusement, c'est pas des combattants qui sont dans les plus hautes strates. Bien joué à Murzakanov d'avoir senti ce jab, parce que pour le coup, il est parfaitement timé. Ouais, Murzakanov qui du coup se place dans la liste des noms à surveiller dans cette catégorie. Ori, Rakic, c'est stop ou encore ? J'adore ces lancements.
T'aimes bien ou pas? Moi, je pense que ouais, franchement, on dirait un animateur télé des années 80. Est-ce que tu vas me demander si mes parents sont dans le public, comme Jacques Martin? Philippe Risoli, parmi nous. Moi, je sais pas si si c'est vraiment le menton de Rakic à 100%, parce que comme dit Clément, en fait, il s'empale littéralement sur ce jab, il part à l'abordage avec le menton complètement à l'air, et puis il le prend flush sur la pointe. Effectivement, la chute est un peu bizarre, t'as l'impression qu'il a pris le high kick de Salkild et que vraiment il peut plus continuer, alors que oui, encore une fois, c'est juste un jab. Et puis moi, il y a un truc que je trouve un peu triste dans ce combat, c'est qu'en fait, t'as l'impression que Rakic reprenait progressivement la confiance, une espèce de confiance qu'il a perdue depuis 3-4 combats. Il était à distance, il frappait, il touchait bien avec ses kicks, des kicks d'une puissance, honnêtement, tu les prends sur... Il y en a un notamment qui a une espèce de middle, une espèce de high kick que Murzakanov prend sur les bras et ça fait un bruit. Honnêtement, je pense que ça aurait même pu lui péter le bras. Mais en tout cas, dès que Rakic est un peu dans son A-game à distance, je suis d'accord avec toi, Clément, magnifique à voir combattre. Et donc, ouais, il est en train de regagner un peu une confiance qu'il avait perdue. Et puis, il commençait c'est le deuxième rush un peu qui faisait un peu à l'abordage Rakic. Et donc, Murzakanov l'avait tout simplement lu. Et donc, ouais, sur un truc qu'il faisait plus trop sur ce dernier combat, c'est-à-dire exploser en anglaise, et ben, ça lui a coûté la victoire et un KO assez violent. Mais Murzakanov, c'est un combattant qui fait un peu ça, qui endort un peu les combats. Il fait pas grand chose, il reste à distance et donc t'as l'impression qu'il est facilement touchable et puis au moment où tu l'attaques, en fait, c'est là qu'il te contre. Et puis ouais. Je pense que Rakic, il va falloir peut-être reconsidérer un peu la manière dont il combat éventuellement. Il a tenté des takedowns, ce qui est un truc qu'il fait pas non plus d'habitude, mais ça a pas marché. J'ai noté un très très beau switch de Murzakanov. Je sais pas si vous avez l'image. Rakic chope un single et Murzakanov le retourne et puis ça lui permet de défendre le takedown et se relever. Est-ce que vous pensez que c'est un client qui peut emmerder le top de la catégorie, Murzakanov? Je suis pas sûr, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il nous surprend un peu à chaque combat. À chaque combat, on se dit qu'il est sûrement un peu surcoté et que ce sera l'étape qu'il n'arrivera pas à passer. Mais voilà, force est de constater qu'il nous fait mentir à chaque fois. Est-ce qu'il mettra KO Pereira avec un jab? Je ne suis pas sûr. Mais je pense que ça peut être un peu plus un client en merde que ce qu'on pense notre ami Murzakanov, qui a un style de combat très particulier, mais lit très très bien les combats en tout cas, je trouve. Bah, c'est d'autant plus vrai ce que tu dis que moi j'ai passé ma semaine à dire que Murzakanov était dépendant de son flanc arrière, donc sa jambe et son bras gauche, et c'est avec un jab du bras droit qu'il le met KO. Bon. On en est là. Puis ouais, dans ce combat, on le voit, en plus, il y a un moment, il n'envoie pas beaucoup de coups, mais il y a un moment, il met 2 crochets du bras arrière, ce qui est un truc qui se fait rarement d'envoyer 2 coups du bras arrière. Et j'avais fait une petite comparaison un peu abusée en disant qu'il me faisait penser un peu à Terence Crawford parce que il a envoyé des coups. Oh là 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 là. J'ai failli le clipper pour YouTube, hein, attention. Moi, j'ai failli le couper au montage, tout simplement. Non, en fait, il y a des coups qui paraissent pas hyper techniques, qui sont des gros overhands, des gros trucs qui passent par-dessus, des gros crochets, mais c'est très très bien lu, c'est dans le timing qu'il faut, avec la précision qu'il faut, et même si de prime abord c'est pas hyper technique, ça permet de mettre KO ses adversaires, donc j'attends de voir la suite pour notre ami Murzakanov. Très bien, bah ouais, on parlait de catégories un peu compliquées, c'est vrai que cette catégorie va avoir du mal à se renouveler, donc on va attendre les nouvelles signatures et les nouveaux noms. Messieurs, on a déjà bien parlé de cette carte, évidemment, il fallait qu'on parle en long et en large de ce main event. Il va nous rester un peu de temps quand même pour la prélim. Je vais être un peu... frustrant peut-être, mais on va pas parler de tout. Ori, évidemment, Walter Walker. Qu'est-ce qui se passe? 4e heel hook de suite au premier round. Est-ce que c'est la nouvelle menace, c'est le nouveau problème de la catégorie heavyweight? C'est le Jelton Almeida qu'on aurait dû avoir. Bah, force est de constater que faire la même chose tout le temps H24 face à des combattants de seconde zone, ça fonctionne pour lui. Il va falloir passer à l'étape supérieure par contre, parce que moi j'en ai marre de le voir survoler ces mecs-là, contre qui il est vraiment au-dessus. Je pense que ce truc-là du heel hook qui place dans n'importe quelle position, il y a que des combattants rankés qui pourront peut-être éventuellement l'arrêter, lui poser des problèmes. Mais en tout cas, c'est incroyable. 4 fois d'affilée à l'UFC. T'as l'impression qu'il est tellement au-dessus en grappling
que il cherche ça même quitte à se mettre en difficulté parce qu'en fait tirer un heel hook en fait ça implique que tu prennes une position que tu donnes une position dominante à ton adversaire, donc si ça marche pas et si t'as un poids lourd qui sait défendre en face, et ben ça peut te mettre un peu dans la merde, mais c'est absolument dingue. Je crois que le fait qu'il portait un collier en forme de pied à la cérémonial Walling t'as beaucoup ému Edouard, et d'ailleurs c'est là que je t'ai dit que je pensais que c'était un fétichiste des pieds et qu'en fait l'arbitre arrêtait pas les combats parce que les combattants en face tapaient, mais parce qu'il essayait de les renifler, que c'est illégal. Donc honnêtement j'ai hâte de voir ce que sera la suite pour Walter Walker, et puis en plus il est assez marketable, il est très drôle, il est très drôle à chaque fois. Pas autant que toi, oui, pas autant que toi. Arrêtez. Pas autant fétichiste que moi ou pas autant drôle que moi? Moi, franchement, il va falloir que tu donnes tu plus vois, de bouffe à nos auditeurs à un moment donné, hein, parce que tu choper un membre en preview, fétichiste des pieds dans le débrief, fou. Un peu suspect tout ça. Ah bah, vous êtes chaud à Perpignan, vraiment. Hein, Ori, on définitivement. pleure, j'ai envie de dire. Mince. Oh, C'est dommage, j'ai dit Ori, excellent. Ori, on pleure, et ça c'est pas passé. Merci. Moi aussi, je peux faire des blagues. Hein. Moi aussi. Aussi, hein. Moi aussi. Hein. Le reste de cette prélim, on a parlé de Mizuki Inoue qui bat Jacqueline Amorim, décision unanime. Après 2 ans de pause pour Inoue. Mitch Raposo qui bat Azat Maxoum en catchweight 129 pounds. Un Petite combat surprise, ça. terrible. Ouais, petite surprise quand même. Et puis surtout une victoire assez nette. Et qui est Chez les un exemple beaucoup heavyweights. plus probant. Vas-y. Excuse-moi, qui est un exemple Ouais. beaucoup plus probant que le Volkov Almeida sur dommage versus domination au sol, parce qu'il a eu beaucoup de contrôle au sol, Maxoum, mais sur les moments où qu'il avait debout, les moments où il avait l'avantage, Raposo, il les a vraiment fait compter, et là pour le coup t'avais un truc très très clair de on note le dommage et non pas le contrôle. Voilà. Totalement. Un combat beaucoup plus intéressant que le suivant. Hamdi El-Wahab contre Chris Barnett. Je ne vais même pas en parler parce que je pense qu'il faut juste qu'on ferme la page de cette catégorie de heavyweight qui est absolument terrible. Chris Barnett, c'était une bonne blague à faire sur Twitter. Là, ça devient vraiment pathétique et on se dit mais dans quelle organisation on est en fait pour qu'on ait ce genre de combat. Mais, Il y a des images de ce combat qu'on a envie je- d'oublier tout ça, je crois. Ouais, une image en particulier, je pense que le kiffer qui est Ori saura l'imprimer et l'afficher chez lui. Heureusement que j'étais Euh, pas seul pour regarder ce combat, les gars, parce que je peux vous dire que j'aurais fait des trucs de ouf dans ce combat. voilà, bon. On découvre un autre Ori, Clément, pour cette Fight Week. Je sais pas Ah si ouais, on ouais, a non, non, mais on a c'est recruté le vraiment bon gars. les UFC, les campagnes numérotées qui sont les plus stressantes pour nous. Ça libère, je sais pas, une espèce de vitamine chez lui qui est terrifiante, hein, vraiment. C'est, Ouais, on Je a crois que créé c'est un la monstre. défaite. j'ai pas les mots. On est là. Nathaniel Wood, Delgado qui était notre un prospect qu'on voulait surveiller. Moi j'avais dit, on sous-cote Nathaniel Wood. Au final, le combat a été remporté par ce dernier. Ouais, peut-être un petit mot sur ce combat, Ori. Moi je n'enterre pas du tout Nathaniel Wood. Est-ce qu'on est déçu par la perf de Delgado? Bah, non, parce qu'il aurait dû gagner en fait. Honnêtement, les 2 premiers rounds sont assez clairs pour lui. Il a fait un combat magnifique, Delgado, honnêtement. Wood aussi. D'ailleurs, ce combat, c'est mon bonbon de la carte. Hein. Cette carte m'a plutôt fait chier de manière générale, je vous cache pas. Je vous dis vraiment les choses telles que je les pense. Mais ce combat était magnifique, très très technique. Dès le premier round, les deux se drop. Mais Delgado, il était en feu, honnêtement. Clément, qui l'avait un peu scouté pour le podcast qu'on avait fait sur les prospects à l'UFC, avait dit qu'il avait une boxe magnifique. On l'a vu dans ce combat. Hein. Il frappait au corps, il envoyait des 1, 2, 3 en haut, en bas, des genoux d'une dangerosité, d'une violence assez dingue. Et d'ailleurs, juste pour ceux qui pensent que j'abuse sur le côté vol, même Wood l'a dit après le combat. Hein. Il pensait qu'il perdait les 2 premiers rounds et qu'il devait choper un finish dans le 3e. Et donc, ouais, les 3 rounds se sont un tout petit peu ressemblés, mais Delgado a quand même était quand même sur la pente descendante. Enfin, il a commencé vraiment très très fort. Il a droppé Wood sur
sur un high kick où en fait il se tourne, enfin il envoie le high kick, il se fait embarquer par sa jambe et du coup il tourne sur lui-même et dans ce mouvement-là il y a un spinning elbow qui craque Wood en pleine mâchoire, c'est magnifique. Et t'as l'impression que le combat va être hyper compliqué pour Wood qui prend un ground and pound assez violent mais qui se relève et le drop quelques secondes après. C'était un combat magnifique. Dans le deuxième t'as l'impression que Wood reprend un peu l'ascendant et que niveau cardio ça va être compliqué pour Delgado, mais sur la dernière minute du round il remet la marche avant, il remet des combinaisons magnifiques, 1, 2, 3 mains, enfin beaucoup de combos qui commençaient par les mains et qui terminaient avec des genoux. Il a des genoux hyper dangereux, Delgado, surtout quand les deux combattants sont assez proches et à la limite du clinch. Honnêtement, s'il y a un seul combat qu'il faut voir sur cette carte, c'est celui-ci. Un peu déçu encore une fois que Delgado ne ressorte pas avec la victoire parce qu'il l'a mérité et c'est honnêtement lui qui est censé avoir le plus de crédit après ce combat-là. Mais voilà, on l'avait dit, Wood, gros client en merde, vétéran, très technique, qui peut vraiment emmerder. En tout cas, il a fait un combat assez serré et puis il a gagné très, très clairement le troisième round pour qu'en tout cas les juges lui donnent la victoire, même si encore une fois il aurait pu avoir. Ouais, effectivement, je me joins. Je pense qu'il faut voir ce combat en priorité. Et puis, Delgado, on va continuer de surveiller. C'est vraiment pas un train qui déraille. La suite de cette carte, bon, Walter Walker, on en a parlé contre le pauvre Louis Sutherland. Ludovic Kane contre Mateusz Rebecki. On voulait évidemment regarder ce combat. Pourquoi ? Parce que avec Mateusz Rebecki, il y a toujours de l'action. Et il y a de l'action, il en a eu, bien aidé par je sais pas ce qui se passe avec le visage de Rebecki, mais qu'est-ce qui prend les dommages. Et c'était le combat le plus sanglant de la soirée. Ludovic Klein qui a été assez sérieux avec ses contres, sa défense de takedown, il se relevait bien, et puis face à la résilience de Rebecki, c'était pas facile. Et puis Rebecki qui est quand même meilleur dans le troisième round. Et voilà, pour battre Mateusz Rebecki, faut un peu laisser de sa personne. Je crois que c'est un des premiers combats que je vois où le vainqueur, on lève la main du vainqueur alors qu'il est assis sur un tabouret parce que, alors je sais pas ce qui s'est passé exactement sur ce qui s'est blessé. Je sais pas si tu sais, Ori. C'est le pied ou la cheville, je sais pas exactement, mais en tout cas il y a un moment dans le troisième round où il se fait contrôler au sol et il est en position de turtle et il peut clairement, enfin il y a clairement plein de trucs qu'il peut faire pour essayer de se relever et en fait tu vois qu'il parle à son coin de manière un peu frustrée et c'est là que tu te rends compte qu'il y a un truc bizarre qui se passe, mais en tout cas grosse blessure qui fait qu'à la fin du combat il arrive même pas à se relever. Si jamais le coin de Rebecki ou si jamais Rebecki avait remarqué en fait et c'était juste relevé, il y aurait eu des chances que Klein puisse même pas se relever en fait et que le combat soit arrêté là-dessus. Donc peut-être que son coin et que Rebecki vont un peu s'en mordre les doigts parce que ce troisième round se passait assez bien certes pour lui, mais il avait besoin d'un finish. Donc mais en tout cas, Klein, magnifique les deux premiers rounds qu'il a fait. On avait dit que ce serait compliqué pour Rebecki s'il avait la même stratégie que sur ses précédents combats à s'engager dans la boîte. Mais Klein avait un mouvement magnifique, il bougeait très bien, il piquait, il sortait, il était hyper rapide. Moi, Klein, franchement, quand je le vois striker, des fois, j'ai l'impression que c'est un futur champion du monde. Honnêtement, il a un striking très très propre, des 1, 2, 3 qui partent avec un high kick de manière assez fulgurante. Mais c'est un combat intéressant. Je vous encourage. Pardon ? Il lui manque juste un peu de puissance en fait. C'est tout. Ouais, mais quand même, là, tu vois, Rebecki, il y a 4-5 fois dans le combat où il a dansé un peu. Il n'a pas été droppé, mais tu sens qu'il s'assied de plus en plus sur ses coups et que c'est. Oui, mais Rebecki devient. Enfin, est-ce que c'est vraiment le bon adversaire pour établir un niveau de puissance tant il mange. Je sais pas. Mais je le regarderai je le regarderai plutôt ce combat-là parce qu'il a l'air, ça a l'air d'être quelque chose quand même. Toujours se brancher sur les cons. Ouais, totalement. C'est plutôt mérité pour le coup. Combat suivant, Ikram Aliskerov contre Park Jong-hyun, qui est finalement un des plus gros défis à l'UFC pour Ikram Aliskerov, et ça a été une victoire. Moi j'ai bien aimé ce qu'il nous a montré en striking, notamment sur les deux rounds. Il mixait bien avec les takedowns, et Iron Turtle, c'était compliqué pour lui d'avoir des vrais moments forts, des vrais momentum.
Peut-être une petite question sur le cardio, parce que bon, on sentait que ça fatiguait à la fin. Mais voilà, il a sécurisé notamment en grapplant dans le troisième où voilà, Park pouvait pas être très offensif. Et on a une deuxième victoire de suite pour Ikram Aliskerov. Bon, oui, on continue de surveiller Aliskerov quand même dans cette catégorie. Ouais, mais il a montré un. C'était un peu. Enfin, il s'est bien fait emmerder par Park quand même, Aliskerov. Il y a eu des moments où c'était assez clair que debout, il avait l'avantage de vitesse, d'explosivité, notamment avec son jab. Il a eu un jab magnifique sur ce combat, honnêtement, Aliskerov. Il y a des fois des combattants qui mettent un jab juste pour envoyer un jab, mais là, tu sentais que c'était piquant, c'était explosif. Mais il n'y avait pas grand chose de plus debout. J'ai noté quelques bons high kicks de la jambe avant, mais tu sentais que quand Park mettait un peu la marche avant et que c'était un peu le début du rouleau compresseur qu'il a mis en place sur toutes ses précédentes victoires à l'UFC Park, et bah c'était un peu compliqué. Et ouais, Ikram devait se résoudre un peu à lutter, alors que j'ai pas l'impression que c'était le game plan à la base. Mais effectivement, ouais, on continue à surveiller Aliskerov, mais moi j'ai mis quelques réserves sur Aliskerov quand même. Ouais. Fair enough. Dernier combat, Quillian Solkid. Alors là, évidemment, il faut me croire quand je parle des Australiens, Quillian Solkid. Bon, je vais pas dire que j'y croyais totalement pour ce combat. Je pensais même que la marche allait être un peu haute. Résultat, clairement un contenders pour un des KO de l'année, un high kick qui est vraiment terrible, et le pauvre Nasrat Akparas. C'est vrai que c'est le genre de KO où on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder comme sport, parce que le fait qu'il soit inanimé pendant aussi longtemps, c'est quand même assez flippant. C'était vraiment flush, et puis voilà, c'était je sais pas ce qu'on peut dire d'autre dans ce combat. On savait que Nasrat c'était aussi un striker. Là le finish est quand même terrible. On va pareil, c'est toujours un petit prospect, Solkill. Je pense on va le faire monter, et puis on va lui donner des combats assez sympas, je pense, rapidement. Ouais. Ouais, non, le high kick est magnifique, et pourtant tu vois que Akparast il envoie le réflexe, il envoie la main quand même pour essayer de bloquer. Il y a un monde dans lequel, pour le coup on n'a pas eu l'hyper zoom, mais il y a un monde dans lequel il le bloque quand même un peu, mais il est tellement bien placé, tellement beau qu'en fait tu rebailles quoi. Et oui, on regarde, on est vraiment nous aussi devenus un peu mongols, parce que on regarde le finish, et en plus de ça, on regarde le fait que Nasrat Akparast reste inanimé pendant des secondes. C'est-à-dire on a ce niveau de perversion de se dire, putain, il se relève toujours pas quand même. Hein. Ouais, on est peut-être C'est le déjà un genre, peu illuminé aussi. c'est le genre de chaos un peu anticlimatique où t'as 30 secondes de célébration, tout le monde est un peu euphorique, tout le monde pète un câble parce que c'est un chaos de ouf. Et en fait, ouais, très très vite l'ambiance change Ouais. parce que ouais, d'un coup, quand un mec se réveille pas d'un chaos au bout de 30 secondes, d'une minute, c'est vraiment préoccupant pour sa santé. Ouais. Et puis surtout qu'il tremblait. Enfin, c'était un peu chelou l'image. Mais on espère que tout va bien aller pour Akparast. Mais Salkid, franchement impressionnant. Hein. Il a pris ce combat je crois, 2 semaines de notice. Ouais. Il avait 13 kilos à cutter. Il l'a dit dans sa post-fight interview, parce que c'est un gros lightweight. Hein. C'est un énorme lightweight, Salkid. Et puis, c'est un combat dans lequel il a beaucoup set up ce high kick avec des énormes middle de la jambe arrière. Ils étaient en garde opposée, donc la jambe arrière passe toujours très très bien dans ce genre de cas-là. Et donc ouais, c'est le fait que Nasrat soit peut-être pas assez rapide pour mettre tout son bras pour bloquer le bras, c'est peut-être parce qu'il était un peu préoccupé par les énormes middle qu'il prenait juste avant. Ouais. Et puis Salkid, ouais, hyper intéressant, parce qu'on ces 3 combats à l'UFC, en fait, il a montré trois trucs différents. Son premier combat à l'UFC, c'était un gros KO en boxe. Son deuxième, il a réussi à le gagner grâce à son grappling. Et puis là, il a montré vraiment un bel éventail avec ses kicks. Donc oui, c'est un prospect assez intéressant, Salkid. Meilleure moustache à l'UFC. Ouais, avec celle d'Ori, bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. On est arrivé au bout de cet épisode, de cette carte. Voilà, on pense qu'on aura des indications sur ce qui va se passer pour Cyril Gane bientôt. J'imagine. On va en savoir déjà ce qui se passe avec l'œil de Thomas Spinal. Moi, j'attends toujours ma petite photo. Bref, de toute façon, on va avoir tout le loisir d'en parler. Pourquoi ? Parce que le programme de l'UFC est un peu déprimant pour les prochaines semaines. On va retourner à l'Apex, bien sûr, avec un Garcia Onama. Une carte qui est compliquée, hein, Ante Delija en co-main event contre Cortés Acosta, voilà, pour un futur challenger chez les heavyweight.
terrible. Themba Gorimbo, tout ça. J'ai du mal à me hyper sur cette carte-là. Et puis celle d'après, pareil, Bonfim versus Brown. Je crois qu'il y a même pas la moitié des combats qui est officiel. Voilà, ça va être compliqué. On va retourner à l'Apex et puis on va attendre gentiment le 15 novembre, quoi, Clément. Ouais, le 322 est nucléaire, hein. Par contre, il est magnifique, hein. Franchement, on est vraiment bien. C'est sur cette carte-là qu'a été ajouté le Turner Barbosa, il me semble, hein. Ou c'est le 323, je sais plus, mais je crois que non. Je crois aussi, ou alors c'est le dernier pay-per-view. Je crois que c'est décembre. Ouais, c'est décembre, mais pas c'est dire le de Star bêtises. Walker qui a été ajouté au 322, il n'y a pas si longtemps. Et ça, c'est pareil, c'est quand même assez dingo. Mais oui, non, les deux derniers UFC numérotés de l'histoire d'ESPN sont très cool. En attendant, oui, en effet, c'est un peu morne pleine, donc c'est peut-être l'occasion pour nous aussi de faire des sujets un peu alternatifs. C'est l'occasion d'en discuter entre nous, donc c'est très bien. C'est d'autres opportunités pour nous d'exister. Et puis là, il va commencer un peu à faire froid. On est en novembre, les jours vont être gris, vont devenir de plus en plus courts. Les gars, il va falloir checker régulièrement que je suis encore en vie, honnêtement, parce qu'avec ces deux cartes-là à l'Apex, ça va être. Il y a pas grand-chose qui va se passer. On fera autre chose. à l'UFC. On fera autre chose. On fera autre chose. Déjà, on a eu un record sans problème technique, déjà, c'est pas mal. Attends. Faut se dire au revoir encore. On faut se dire au revoir encore. Bon bah merci en tout cas messieurs pour cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous appréciez ce qu'on fait, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur ce podcast. Il y a plein de belles choses qui vont arriver. Et puis voilà, vive le MMA français néanmoins, vive le MMA. Et puis bon, on va attendre des jours meilleurs, j'ai envie de dire. Ouais, évidemment. Merci à tous et ciao, bonsoir. Salut. Ciao.